Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité qui conjugue trois talents rarement réunis. La clinique, je crois que tout le monde est unanime pour dire que c'est sa force majeure, la formation et l'innovation digitale, ce que j'ai découvert en lisant son CV. Benjamin Cortas est chirurgien dentiste, passionné de parodontologie et d'implantologie. Et il exerce à Marseille, c'est pas à Marseille, je sais pas pourquoi j'ai Marseille, c'est du À côté, je crois que c'est Ferney-les-Fontaines. voilà. Dans un cabinet résolument tourné vers l'excellence des soins et le bien-être de ses patients. Et Benjamin, c'est aussi un formateur engagé. Il a fondé ou cofondé Paroplastique, il nous expliquera, un organisme qui forme les chirurgiens dentistes aux techniques avancées de parodontologie, de chirurgie mucogingivale, en mêlant rigueur scientifique et pédagogie de terrain. Et comme cela ne se suffisait pas, il a développé CloudCare, une application conçue pour simplifier la gestion des consentements et optimiser le suivi administratif des cabinets, preuve de son esprit entrepreneurial et de sa volonté de moderniser notre quotidien de soignants. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, on discutera pas mal de CloudCare, parce qu'il a été développé sur la base d'un CRM, contrairement à un SaaS conventionnel, et ça m'a pas mal intrigué. Bref, un praticien qui soigne, qui transmet et qui innove, un vrai profil de gueule du dentaire comme je les aime. Bienvenue Benjamin, et ravi de t'accueillir à ce micro. Eh bien, merci Stéphane, c'est un plaisir pour moi d'être là. C'est vrai que ça fait un moment que j'écoutais les petits podcasts sur la première série et je suis très content que tu m'aies appelé pour discuter, c'est avec plaisir. Eh ben écoute, c'est un vrai plaisir partagé. Donc, tu as été contacté par Maëlys, qui gère, qui gère tout ça, et avec une unanimité sur son côté organisationnel, apparemment. Ah Et, ouais, très sympa, très dispo, donc parfait. ok. Et donc, je sais pas pourquoi dans le CV, j'ai mis Marseille. J'ai mon truc à ripper, parce que je sais pertinemment que tu es au fin fond de la Pampa. Ah ouais, je suis au pied du Mont Ventoux. Ouais, c'est quand même assez connu pour ceux qui aiment le vélo en tout cas, mais pour tout le monde, au milieu de la Provence, plus proche d'Avignon en fait, et j'ai fait ma fac à Montpellier, tu vois, donc pas du tout Marseille. Pas du tout Mais Marseille. Je j'aime sais bien pas pourquoi. Marseille quand Non, même. en plus, je le sais. Hein. Déjà, je savais que c'était pas Marseille, mais en le lisant, je me dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Écoute, on va discuter donc un peu de ton parcours parce que c'est ton nom revient souvent sur les réseaux sociaux, ça circule pas mal. Une formation qui fait jurisprudence. Alors, je j'ai aucune compétence en paro, mais tous les retours que j'en ai sont assez incroyables. J'ai vu que tu faisais, tu étais en collaboration avec, enfin, tu faisais un truc en collaboration avec François. Vous faisiez une formation conjointe, non? Vous alliez le Avec faire? François Vigouroux? Fils en Vigourou, ouais. Non, on fait pas mal de trucs ensemble sur la paro parce que, bah, d'abord, on s'est très bien entendu avec François dès le départ et qu'il a proposé et maintenant il y a ça fait 4 ans, je pense qu'on a commencé à collaborer ensemble, quelque chose de très innovant et je trouvais que dans le côté pédagogique, c'était, vraiment un plus et Ok. du coup, on fait pas mal de choses ensemble, mais on n'a pas de formation, Ah, ok. à Je croyais que vous proprement aviez parler monté ensemble. un truc. On parlera enfin, de ton cabinet déjà, parce que tu as été un des premiers, à ma connaissance, à faire du over the shoulder, Ouais. chose que tout le monde voulait faire et jusqu'au jour où il y en a qui le fait, qui dit putain, c'est possible parce que tu t'es dit, mais faut en avoir au-dessus de mon épaule, ça va juste me gonfler. Et donc voilà, ça donne des idées. Donc Paroplastique, qui est que je crois, enfin tu m'expliqueras, mais qui est un cycle complet. Et puis Mmh. l'aboutissement avec on va dire une application, je dis pas un logiciel puisque ça tourne autour d'un CRM, Ouais. Salesforce en l'occurrence. Ça c'est intéressant parce que vraiment je voulais voir un peu ce que c'était, même si ça me parlait pas beaucoup. Quand j'ai vu opérer par Salesforce, je me suis dit tiens, ça c'est on en parlera de ça. Et Ouais, puis c'est un je crois que tu outil. es un grand sportif aussi. Heu, je suis sportif, grand Sportif, sportif, tu ouais. sais, il y a toujours plus sportif que toi, bien plus sportif que toi. Voilà, donc Mais ouais, ouais. on s'est vu une fois, effectivement, physiquement à l'EAED. J'ai Mmh. été impressionné par la taille. Déjà parce que la mienne n'est pas bien grande, mais la tienne est anormalement grande. Enfin, ou alors c'est le différentiel qui m'avait frappé. Enfin, en tout cas, c'est bienvenue et ravi de t'accueillir ici. Et beh, plaisir Euh, partagé. Ce qu'on va faire, je vais te laisser te présenter, qui est Benjamin Cortas, présenté par Benjamin lui-même. Eh beh, Benjamin Cortas, je viens d'avoir tout juste 48 ans, il y a quelques jours. Je suis chirurgien dentiste, je suis père de famille de 3 enfants, qui ont 21, 19 et 17, donc des grands enfants. Chirurgien dentiste passionné, passion qui est arrivée peut-être, en fin d'études parce que pendant les études, j'étais plutôt, à la fête qu'à la dentisterie et puis, des rencontres, alors des opportunités, c'est vrai que c'est pas forcément le hasard, il y a c'est pas la chance non plus, c'est des choses qui font que ça monte, qui font que ouais, je me suis vraiment passionné, je me suis enrichi humainement, techniquement et puis j'ai développé des choses, des
des opportunités que j'ai saisies. Et j'ai créé tout un écosystème avec des gens autour de moi que j'adore, qui sont passionnés aussi, au sein du cabinet, puis dans la formation, avec Paroplastique, avec la manufacture, avec tout ça. Et puis le hasard de la vie fait que, comme tu l'as dit, j'ai eu la possibilité de créer en fait une solution qui me permettait de pallier aux problèmes que j'avais au quotidien Mmh. avec mes correspondants, avec mon activité d'implanto, puisque j'ai une activité qui est quasi exclusive paro-implanto. Ça m'arrive encore de faire quelques bricoles à côté, mais c'est très marginal. Voilà, dans un environnement qui au départ est pas gagné pour ça, puisqu'avoir une activité spécialisée en chirurgie plastique, parce qu'en paro je fais pas de paro classique, je fais que la chirurgie plastique, et implanto à Pernes-les-Fontaines, qui est une commune de 12 000 habitants, au pied du Ventoux, comme tu l'as dit, un peu dans la pampa. C'était pas gagné au départ, mais j'aime bien en parler parce que ça montre que finalement on a un métier Mmh. qui est incroyable pour ça, c'est que tu peux faire ce que tu veux, où tu veux. Voilà, et ça Exactement. c'est génial. Et moi, j'ai connu ça parce que j'ai mon exercice d'exclusivité en endo, je l'ai monté en 2003 à Louviers, qui est une ville de 10 000 habitants, une ville ouvrière. Et en fait, voilà, c'est pour ça que le, la punchline du podcast, qui est la chance se provoque, c'est que tout est possible à partir du moment où tu le travailles, tu bosses. Et c'est ce que je dis beaucoup aux gens conformes. Vous n'avez pas besoin d'être dans le 8e arrondissement à Paris pour avoir un exercice exclusif. C'est même presque plus facile maintenant de le faire en Oui, dehors de j'allais Paris te dire, que. aujourd'hui ça s'est inversé. Ouais. Et donc, tu as fait tes études, toi, en tant que lycéen, tout ça, tu étais de Montpellier? Non, moi je suis né à Carpentras. Tu vois, Ok. j'ai pas trop voyagé puisque je suis installé à 6 kilomètres de Carpentras. Donc, alors j'aime bien les voyages, mais pour le coup professionnellement, je suis revenu là où j'étais né, mais parce que c'est une région exceptionnelle, donc on est bien. Et donc Carpentras. Et je fais mon collège, mon lycée à Carpentras. Et puis après, je pars à la fac à Montpellier. Alors c'est vrai que normalement c'est Aix-Marseille, donc j'aurais dû aller à Marseille, mais j'avais une attirance pour Montpellier parce que ma sœur était allée à Nîmes puis à Montpellier. Et ma première impression de futur étudiant, c'était la rue de la Loge à Montpellier en plein été. Et j'ai dit, ah ouais, non mais moi je veux être là, ça c'est super cool. Donc voilà, donc je suis allé à Montpellier au départ pour le côté attractif de De la la ville. ville en tant qu'étudiant, c'était incroyable. Voilà. Oui, parce qu'en fait, à cette époque-là, enfin, quand nous, on va passer comme pas comme des vieux cons, mais on n'avait pas Parcoursup, donc en fait, on Non. choisissait la ville où on allait, quoi. Et tu avais le bac, tu rentrais à la fac, mais il y avait pas de, la sélection se faisait après, mais elle se faisait Ouais. pas à l'entrée de la fac, quoi. Ouais, alors il fallait que géographiquement tu sois proche d'une académie, hein. Tu pouvais pas, j'aurais pas pu Ok. aller à Paris par exemple, mais comme le Vaucluse est limitrophe avec le Gard, et le Gard, bah, c'est l'Hérault, enfin c'est la zone Hmm. Occitanie. Ouais, du coup, j'ai pu aller à Montpellier pour ça. Ok. Et t'as toujours voulu faire dentaire ou c'était pas du tout? Euh, pff, non, au début, je voulais faire géomètre parce Ah que ouais. j'aimais le côté maths, être dans la nature, un peu archi, tout ça, ça me plaisait bien. Mais il fallait faire maths sup, maths spé, et j'ai dit ah non, je suis pas assez bosseur pour faire ça, ça m'intéresse pas. Et puis le côté, il y avait le meilleur ami de mon père, qui est le parrain de ma sœur, qui était dentiste. Et je trouvais ça assez cool. Finalement, il y avait un côté très manuel, humain, médical, ça m'a bien plu. Mon beau-frère avec lequel je suis associé maintenant était lui aussi dentiste et je trouvais ça plutôt sympa, donc j'ai dit bah allez, feu pour dentiste, et je suis parti faire P1 Et d'accord. faire dentaire. Tu voulais, c'est dentiste, t'as pas fait médecine Non, et non, t'as non, je voulu voulais faire, dentaire vraiment, moi, tu ouais, voulais ouais. faire dentaire. Ouais, Ouais. ouais. Ok. Et t'as été diplômé de quelle année? Alors, t'es un peu plus jeune que moi, t'es Alors moi, 94, je 95? suis rentré à la fac en 97 je crois, et je suis sorti je suis thésé 2003, mais fin de 6e année 2002. Ah oui, donc ouais, on a un décalage. On a un Ouais, décalage que ouais, je suis plus jeune. t'es un peu plus jeune. T'es plus jeune parce que moi, C'est je suis rare de le dire, alors j'en profite. non, moi, je suis diplômé de 94. Mais en fait, parce qu'il y avait j'ai un très bon copain qui fait de la paro, d'ailleurs, Bernard Schweitz, qui est diplômé Ouais? de Montpellier aussi. Ouais. Ah ouais, très sympa Bernard. Très On sympa, très, on très se sympa. connaît, on se connaît un peu, puis on s'est rencontrés, on a passé un très bon moment à Munich ensemble. On était allés chez Zuri Hürzeler avec toute une team, avec Mehdi Merabé, Antoine Popelu, j'en oublie donc je vais pas tous les citer, mais et on avait fait une très grosse soirée. On avait embarqué Bernard, et du coup le lendemain matin on avait un petit peu Ah, un petit peu lui, la quand il est migraine. parti, en fait, Ouais, il est marrant, Bernard, parce qu'il démarre lentement, mais putain, il s'arrête pas. Je sais c'est pas ça, comment il c'est est ça. avec vous, il s'arrête pas. Ah ouais, la machine était lancée, donc c'est très sympa. J'avais fait des C'est soirées ça. avec lui, putain, à 3 heures du matin, il commence à philosopher avec une nouvelle poire, là. Sa femme, elle est dans le truc, elle avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Et lui, il repart, très sympa. Moi, j'adore son Très sympa. flegmatisme.
alors que c'est pas du tout un feignant, mais il a une espèce de flegmatisme qui est très sympa, sérieux. Enfin voilà. Ouais, très chouette. Ok. Et donc tu disais que t'as pas de vraie passion pendant tes études. Elles se passent bien néanmoins. Ouais, les études se passent très très bien. Bon, avec des petits, je suis collé des fois en septembre pour des trucs. Bon, enfin, la vie d'étudiant dentaire. Mais les cours fondamentaux m'intéressent pas vraiment, mais la clinique, même les TP, je suis plutôt à l'aise entre parenthèses. J'aime bien ça, j'aime bien le côté manuel, ça me plaît de suite. Ok. Donc c'est ça qui va m'emporter. Et puis je vais avoir la chance d'avoir des profs qui vont aussi me donner ce sens de la passion, notamment Emmanuel Castani, qui malheureusement nous a quittés dramatiquement dans un accident de moto, mais qui était un jeune assistant qui était passionné. Et du coup, on a été tout un groupe autour de lui. Et puis, du coup, voilà, on s'est dit, ouais, quand même, tu peux faire des trucs super cool. Et au départ, moi, j'étais plutôt dans l'esthétique. Alors, D'accord. immédiatement, l'implanto m'a intéressé, mais vraiment dans le côté au service de la prothèse et de l'esthétique. Je faisais pas de l'implanto pour faire de la grosse greffe osseuse, des trucs comme ça. Ça me plaisait pas plus que ça. Et ça me plaît d'ailleurs toujours pas plus que ça. Mais plutôt sur le côté raffiné de manier et l'implant et les tissus au service du blanc. Et au départ, je commence mon exercice avec une activité très esthétique, entre parenthèses. Pas D'accord. du tout exclusive sur les tissus mous et l'implant, quoi. Ok. C'est venu après. D'ailleurs, la doyenne, qui était la doyenne de la ville Palière, là, je sais pas maintenant comment ça s'appelait. Deville de Perrières. De Ville de Ouais, Perrières. Elle ouais, faisait de la paro, elle. elle était doyenne quand on a fini notre cursus et puis après elle est montée, elle est devenue présidente de l'université Montpellier 1 et aujourd'hui, c'est vrai que j'avoue, comme je suis plus à Montpellier, j'ai plus de Mais elle j'ai faisait de la plus paro, elle, ou pas du tout? non, elle Non? faisait de la santé publique peut-être, je sais Santé je me publique, rappelle ouais, plus c'est pour ça qu'elle exactement. était doyenne. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'était bien, on avait un team de femmes, il y avait Madame Goldsmith qui était avec elle, donc on avait des femmes puissantes à Montpellier, c'était bien, ça changeait. Ouais. Ah, bah, elle était j'ai jamais pu dire son nom. Et je l'avais connue parce qu'il y avait eu un CNEOC. Bah, tu devais être étudiant d'ailleurs, un de mes premiers CNEOC qui avait été organisé à Montpellier. Et elle en imposait, la dame. Je sais pas, Oui, oui, très oui, ouais. élégante, très grande. Oui, oui. Très, très belle femme, très chic, Ouais. et très une autorité naturelle. Exactement. Une espèce de, comment on appelle ça, tu sais, quand tu rentres dans une salle, est-ce que j'ai toujours dit, t'as des gens comme ça, quand tu rentres dans une salle de cours, il y en a, c'est le bordel, et d'autres, ça tu sais pas pourquoi. Une Ah espèce ouais. de présence. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, je me rappelle à l'arrivée dans l'amphi, bottes, talons, donc t'entends le bruit, belle Ouais. écharpe, tac, elle posait les trucs, tout le monde s'arrêtait immédiatement de Ouais. parler, c'était ouais, Ouais, naturel. une espèce d'aura assez naturelle. Dominique de Ville-de-Perrières, ouais. Dominique de Ville-de-Perrière, voilà, c'est exactement ça. Et ok, et donc toi tu fais tu fais 6 ans surtout, Oui, ouais, c'est ouais, ouais, 6 ouais. ans. 6 ans dans la nouvelle fac à Montpellier, donc ça c'était chouette, on avait un outil de travail incroyable. Ah C'était ouais, magique, ouais. ah C'était oui, parce vraiment que moi chouette. j'avais connu l'ancienne par contre. Ah oui, alors l'ancienne était super, c'était en centre-ville, donc Ouais, c'était cool pour faire la fête et tout ça. Mais elle était quand même très vétuste, ça donnait sur le jardin des plantes à Montpellier, donc le lieu était incroyable, mais c'était très vétuste. Nous, on y est allés juste faire 2 stages d'observation quand on était en 2e année, et après on a tout fait à la nouvelle fac. Ouais. ok. Et donc là à ce moment-là tu lances tu vas t'installer avec ton beau-frère tout de suite? Non, pas du tout. Je pars dans les Antilles. Je Ok. pars 6 mois dans les Antilles, en Martinique, parce qu'avec ma copine du moment qui est devenue mon épouse, on avait envie de partir au soleil, de profiter un peu, donc on est parti et on est rentré parce que je m'étais inscrit à un CES et qu'on m'a envoyé un message en disant: «C'est bon, vous êtes inscrit, vous pouvez venir, on démarre en janvier». Donc on est rentré à Noël, ce qui a été un peu dur parce que quand tu sors de la plage en Martinique T'arrives et en que tu tongs à arrives, moitié, c'est pas tout drôle. voilà, et tu te retrouves devant la cheminée, c'était un peu violent, mais c'était sympa. Et puis voilà. Et après des collaborations à droite à gauche, une première collaboration qui a certainement beaucoup compté dans ce que j'ai fait par la suite, puisque j'ai travaillé à Avignon chez Francis Poulmer, qui est donc la personne qui a inventé le système biotech. Ok. Et donc j'ai travaillé chez lui. C'était un des premiers gros cabinets d'implanto exclusifs sur Avignon. Donc voilà, mais pendant ça, c'était le début des Et comment tu collaborations. les trouves parce qu'en fait, on dit toujours, c'est marrant, ils m'ont conduit à ça, mais intuitivement, en fait, tu vas chercher tes collaborations, tu les choisis, tes collaborations. Donc, comment tu les trouves, en fait? C'est par le hasard, c'est des petites annonces, ou c'est quelqu'un qui dit, bah écoute, Non, je suis allé gratter à la porte. Souvent, je d'accord, suis allé gratter à la porte. d'accord. Voilà. Et donc, tu Alors, savais on va exactement où parler t'allais, quoi. d'autres étapes dans ma vie qui ont beaucoup compté, mais chaque fois, en fait, j'ai gratté à la porte. Ouais. D'une D'accord. manière ou d'une autre, mais j'ai gratté à la porte. Et là, chez Francis, il cherchait pas de collaborateur, hein. C'est que je suis allé voir.
étant vauclusien, je connaissais son nom, ça revenait souvent et ainsi de suite. Et je suis dit, un jour, j'ai sonné à la porte et je suis rentré. J'ai dit voilà, je me présente, j'aimerais bien venir vous voir travailler, ainsi de suite. Il m'a dit écoute, reste là 2 secondes, je vais te recevoir tranquillou. Et il m'a dit il se trouve que voilà, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui vienne faire les dents de sagesse seul le samedi. Sans assistant. Ça a été le début, hein, ça fait partie du job. Hein. C'est que souvent maintenant les collaborateurs, il leur faut l'assistante, la nana qui fait la sté, la secrétaire et tout. Et c'est vrai que nous on a démarré des fois dans des conditions qui étaient un petit peu plus hard. Et là c'était ça. Et Francis me dit ok, tu peux venir avec moi au bloc le lundi, mardi, et tu feras les mises en charge immédiates. Donc j'ai gratté de la résine pour lui. Et puis après j'ai bossé le jeudi, le vendredi et le samedi matin. Voilà. Et puis après, on fait une vraie collaboration. Et toi, mais en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que il y a un livre, je sais pas si tu connais ce livre, If you don't ask, you don't get. Et en fait, ce que j'essaie un peu d'expliquer à mes enfants, c'est de dire, tant que t'as pas demandé, en fait, on a toujours peur du non. Et donc, quand on dit, non, si j'y vais, il va me dire non. T'en sais rien. D'ailleurs, le mec, il cherche personne, et t'arrives, et voilà. Et il dit, en fait, je voulais chercher. Et à ce moment-là, et à la fin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin, on va te dire, ah ouais, le hasard a fait qu'il voulait chercher, et moi, je le cherchais, et on s'est retrouvé. Non, c'est que t'aurais jamais frappé à la porte, ça se trouve, il aurait toujours pas de collaborateur. Exactement. Et donc, et puis, de la même façon, sur ton deuxième point, c'est que un mec qui est chef, tous les chefs, les grands chefs de cuisine, etc., et tu te racontes leur histoire, ils sont tous passés par j'ai été commis. Ouais. Et que, effectivement, alors, ne plus travailler avec une assistante, sans assistante, etc., c'est un luxe. Je pense que c'est un luxe qu'on peut offrir aujourd'hui si on veut que les mecs travaillent correctement, mais moi, je me souviens quand j'ai commencé, il y a des moments, je faisais ma sté parce que j'avais pas une assistante H24, quoi. Enfin, c'était. On a tous commencé par là. Hein. Ouais. Et on est tous passés par là. Et je pense que ça te forme le caractère. Tu sais d'abord faire une sté, ça paraît con. Après, une dent de sagesse, c'est quand même compliqué parce qu'il faut suturer tout seul, tout le bordel. Des fois, ça a été un peu compliqué. C'était pas quelque chose à reproduire, mais c'était marrant, c'est formateur. C'est formateur. mais effectivement, c'est sans vouloir dire que la nouvelle génération, elle veut ci, elle veut ça, c'est pas ça. Non, mais de se dire, parce que je suis pas vraiment comme ça, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut des fois, il faut bouffer du pain dur pour apprécier le pain derrière. Et je pense que tu n'aurais pas fait ça pour ce praticien, il t'aurait pas gardé, t'aurais pas montré, t'aurais pas accompagné derrière. Donc Et donc, tu es resté combien de temps là ? Je suis resté 3 ans chez Francis, jusqu'à ce qu'il me propose en fait de s'associer, voire même plus de racheter son cabinet, puisque lui voulait partir à la retraite. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'avais des projets de créer un truc moi-même, notamment avec mon beau-frère, plus vers Carpentras. Et qu'en plus, Francis était quelqu'un qui a fait les débuts de l'implantologie. Donc, si tu veux, j'ai eu beaucoup, par exemple, d'implants sous périosté à déposer. Je me suis dit, j'aimerais de pas trop en avoir non plus. Voilà. Et c'était quelqu'un qui était très charismatique. Donc, quand Francis avait fait quelque chose, c'était, voilà, tu pouvais pas y toucher, tu pouvais pas revenir dessus. C'était, voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça risque d'être un peu difficile peut-être de passer derrière lui et je vais avoir peut-être pas mal de choses à gérer dont je n'ai pas forcément envie. Et du coup, je lui ai dit, écoute Francis, voilà, je t'adore, j'adore le cabinet. Il travaillait avec sa compagne et sa fille, et c'était très familial, c'était très sympa, mais j'ai dit, voilà, je le sens pas. Voilà. Et il a très bien compris, on s'est quitté en très bons termes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs, et ça me ferait plaisir de le voir. Il a vendu ou pas, non ? Oui, bien sûr, oui. Oh, là, il a vendu il y a 20 ans, je pense. Hein. Il y a un mec qui démonte des supériorités vaccinaires. Oui, alors après, celui qui avait racheté est reparti parce qu'il était en Belgique, donc voilà. Et lui, Francis, il est à l'île Maurice. Voilà. On pense à la retraite, il travaille plus. Ouais, il travaille pas. Et puis, pendant un moment, il faisait pas mal d'associatifs parce qu'il a toujours été passionné d'associatifs. Et mais là, maintenant, je crois que il profite tranquille. Ouais, parce que moi, je me souviens d'avoir vu une fois quand je faisais mon début d'implanto, un mec qui démontait un sous-périostéo maxillaire. Ah oui, c'est chaud. Ouais, c'est impressionnant. Ah, c'est très fibreux, on va dire. C'est ça. Il faut dire qu'à l'époque, quand tu sais comment c'était fait, voilà. Aujourd'hui, on parle de l'ajustage du numérique. Là, c'était pas ça. Je me souviens, c'était comment il s'appelle, Cléré, Alain Cléré, c'est ça ? Il existe ça. Il nous avait fait le cours là-dessus. Il avait décollé, il faisait des empreintes au permastic là-dedans, au silicone. Ouais, des fois au plâtre. C'était. Il voulait le truc en stélite et il rien. Oh là là. Et après, il démontait. Le soir, tu remettais, tu oh là là. Il faisait ça sur sa péniche. Parce que aujourd'hui, avec le numérique,
ça revient. Tu Ah as ouais? des équipes qui travaillent là-dessus. Chez les jeunes, tu as Romain Castro qui se passionne là-dessus. Il n'est pas le seul, mais c'est son nom qui me revient là de suite. Et donc, avec le numérique, en fait, c'est beaucoup plus facile puisque tu vois les tissus mous, tu vois les tissus durs. Bon, ben, ok, c'est usiné, Ouais. imprimé. En fait, c'est Mais ils ont une changé de modélisation un peu particulière. ils ont changé de matériau quand même, Ah parce oui, que le c'est un stélite, titane. ouais. C'est un titane Ah, c'est un avec, titane, ouais. ouais, il y a des vis pour pouvoir mettre des vis et plaquer la structure. Mais le principe, si tu veux, est le même. Ça reste quelque chose qui est sous périosté, quoi. Et ils arrivent à couler le titane dans la journée. Ça, faut être équipé Ouais, quand en fait, même. c'est des process. Alors, je rentrerai pas dans les détails parce que je les connais pas. C'est des process particuliers Mmh. pour pouvoir faire les plaques. Alors, il y en a qui sont en titane, il y a certainement d'autres matériaux maintenant. C'est vrai que je suis pas trop cette partie-là. Mais sur des choses qui sont complètement atrophiées, ben, ça permet d'équiper les gens avec quelque chose de fixe. Donc, Mmh. ça a du sens. Il y a des gens qui sont quand même polytraumatisés dans des situations catastrophiques. Mmh. Bon, ben, si tu peux donner un petit peu plus de confort quotidien à la mastication, ça les enchante. Donc, c'est des Mmh. solutions qui Qui réapparaissent reviennent. Bah, tu vois, c'est et intéressant, qui hein. donnent des bons résultats, hein, en Parce que plus. Ouais, ceux que j'ai vus en 2000, ouf! Ça ouais, me ouais, donne non, pas envie de les c'était faire, hein. mmh, OK, carrément. et donc tu sors de cette collaboration et c'est là où en fait. Non, je fais une autre collaboration encore. Ah OK. Ouais, ouais, chez un confrère, donc Arnaud Plat, qui est à Orange, qui est devenu un de mes correspondants maintenant. Et puis lui, bah, lui cherchait un collaborateur conventionnel, on va dire. Et moi, je lui dis, ben voilà, moi, je veux bien venir, mais je veux faire une partie implanto. Et je vous dis de suite que je resterai pas parce que je veux monter ma structure à côté de Carpentras, à Pernes-les-Fontaines. Et Arnaud est quelqu'un de très ouvert. Il était formateur chez Binas à l'époque, OK. cabinet référent, tout ça. Donc, il accompagnait beaucoup Binas. Et il me dit, il n'y a pas de souci. Euh, Feu. Et même plus que feu, il m'offre mon premier moteur d'implantologie. Et il Ah me ouais, en dit, effet, vas-y, ouais. le mardi après-midi, c'est pour toi. Voilà. Et donc, c'est super. Donc, merci Arnaud. Et on démarre comme ça. Et en plus, j'apprends tout ce qui était bah, esprit Binas avec bah, la gestion, le Mmh. management, comment discuter avec les patients, ce que je ne savais pas en fait. Je n'avais pas du tout appris à la fac. On parlait pas de ça. Et alors que c'est quand même quelque chose qui est relativement important dans notre métier parce que si tu es bon cliniquement mais que tout le reste ça va pas, Mmh mh. malheureusement ça marchera pas. Et du coup, j'apprends beaucoup aussi de ce côté-là avec lui. Donc Mmh. très très enrichissant. Et puis en parallèle, ben, on monte un projet de faire une grosse structure polymédicale, ce qui était assez rare au départ. Donc voilà. Et puis ça aboutit, on démarre, on ouvre le cabinet en 2009 après presque 2 ans de tergiversation puisque à Ah là, tu restes Pernes-les-Fontaines, avec on lui à ce est moment-là? hein? Là, tu restes avec lui à ce moment-là? Ouais, ouais, j'étais avec lui Sachant que en tu voulais parallèle. Ouais, ouais, sachant que tu voulais monter ton truc. Ah ouais, c'est ouais, marrant ouais. ça. Et je lui ai dit, j'ai été très honnête dès le départ et lui, il a dit: «Mais moi, ça me va, tu es là, tu fais tes horaires, je suis content du travail que tu fais, ça me va bien. Tant que tu es là, ben super. Le jour où tu me dis, ben voilà, maintenant je te quitte, je suis averti, je sais, donc voilà». Donc le mec très, très ouvert d'esprit. J'ai plaisir à travailler avec lui toujours d'ailleurs parce que, parce C'est qu'il a rare, eu c'est assez cette, rare ça, hein. oui, 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 ouais. Ah oui, oui. Il y en a plein qui auraient dit: «Ah ben non, si c'est pour que tu partes dans 3 ans, je vais pas passer du temps Mmh. avec toi pour que tu partes». Et lui, Arnaud, pas du tout. Au contraire. Donc En plus, toi, c'est pas mal. Tu voyais la création d'une structure, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. exactement. Attends, je note. Ça, faut pas faire. Donc c'est cool et donc on fait un projet, ouais, 2 ans pour monter le projet parce que Pernes est un secteur architecturalement très beau et très préservé. Donc il y a les Bâtiments de France qui interviennent de partout, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Et enfin, en tout cas à l'époque, c'était beaucoup plus contraignant qu'aujourd'hui. Et donc on perd presque 1 an de ping-pong avec les Bâtiments de France et l'architecte pour voir finalement en 2009 le projet finalisé et puis commencer dans la structure. Et là, toi, tu Voilà. investis rien du tout dedans? Pas un copec? En fait, on fait un montage où bon, tout le bâtiment fait un peu plus de 1500 m² et on Ah est oui, quand avec même. des médecins et des kinés, entre autres, et un laboratoire de prothèses. Donc nous, on a quasiment, enfin pas un étage, mais enfin maintenant on a un étage quasiment. Mais au départ, on avait une petite structure et on avait chacun, en fait, on avait un fonctionnement en SCI, donc on a des parts chacun du bâtiment et on arrive à se faire financer à 100%. Donc c'est chouette. Tiens. Moi, je suis jeune, j'ai ma maison à acheter, machin, donc si voilà, j'avais pas de crédit, j'avais pas d'argent non plus de famille ni quoi que ce soit, donc ça me va bien d'avoir été financé à 100%, quoi. OK. Voilà. Et donc, quand tu pars, tu lui revends tes parts de SCI? Non, non, là, c'est dans une nouvelle structure, la SCI. Ah, c'est Non, cette non, nouvelle structure. ouais, non, Non, avec non, je Arnaud, parlais, ah non, non, moi, chez je l'autre, parlais j'étais de. collaborateur classique, hein.
Ah, t'étais collaborateur classique parce Ouais, que ouais, classique, classique. mais quand lui, là, tu l'accompagnes quand même en tant que collaborateur quand il crée sa structure. Ah non, lui, sa structure était déjà créée. C'est moi qui crée ma structure en D'accord, ok, parallèle. non, je pensais que, ok, j'ai raté une étape. Je pensais que lui avait recréé une structure Non, non, non. médicale. Ok, ça c'est toi quand t'es parti, Ouais. ok. Et donc pendant que j'étais collaborateur chez lui, je créais ma structure à côté, donc il me laissait du temps pour ça, c'était très chouette, quoi. Ok. Donc voilà. Et là, tu t'associes avec ton beau-frère donc. Ouais. Avec mon beau-frère et son associé, de l'époque, qui eux étaient dans un cabinet, comme il y en avait à l'époque, des petits cabinets, petites Avec la structures moquette au avec, mur. un peu de moquette, voilà, tout ça, avec la fontaine à eau, enfin voilà le truc, classique et moi j'arrivais, Le je faisais Youka un en peu la train de crever. révolution, et Pierre-Alex, donc notre associé, enfin celui qui est devenu notre associé, mais qui était au départ uniquement l'associé de mon beau-frère, était très réfractaire puisque lui était en fin de carrière, il me dit: «Ah non, j'ai pas envie de me recharger en crédit, machin, tout changer et tout». Il hésite et puis, on discute et puis à un moment il dit: «Bon OK, allez, je viens» et à la fin, il nous a remerciés parce qu'il dit: «Sinon je pense que j'aurais fait une dépression dans mon ancien cabinet, que je En n'aurais voyant ce pas que vous avez fait. revendu et ouais, j'aurais terminé sur une mauvaise note alors que là, il s'est régalé à la fin donc voilà et de temps en temps, il passe toujours au cabinet, Ouais, c'est sympa, Omar, pour lui, c'est ouais, c'est très un chouette. barreau d'honneur, quoi. Et donc, comment naît cette idée au départ, de faire cette structure? C'est parce que tu le dis, en fait, dès ta première collaboration, tu as déjà en tête de faire ton truc toi-même. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi tu le fais pas tout de suite, finalement? Parce que j'ai pas une culture d'entrepreneur. Alors je l'ai développée, aujourd'hui, Après, mais au départ pas du tout. Mon père est prof, prof mmh, de MET, devenu de techno, MT, mais ouais. prof. Oui, atelier bois, atelier fer, Ski donc voilà. Vertex. T'as C'est connu ça, ça, le donc ski Vertex? non, je sais pas ce que Non? c'est. T'as 6 ans de moins que moi, c'est pour ça. Ski Vertex, c'était un simili-sky cuir avec lequel qu'on apprenait à coller, plier. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, alors on Je l'a me souviens de ce utilisé ça mot-là, aussi, ski donc Vertex. ouais, ouais. Donc voilà, ces choses-là, donc vraiment, tu vois, c'est le prof, hein. Enfin, j'adore mon père mais je sais me moquer de lui parce que l'univers, MGEN n'est pas, heu, Il peut faire quelque chose partie de ton d'imaginaire, quotidien. c'est la réalité, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà et ma mère était éducatrice spécialisée à 40 ans, elle a passé son diplôme pour devenir, psychologue. Donc voilà, pas du tout l'entrepreneuriat, milieu très modeste, donc du coup, ça m'est étranger. Donc pour moi, je peux pas démarrer de suite. Je sais pas comment on fait, je sais pas si la banque, comment ça se passe, j'ai rien et on est en 2000, donc on n'a pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. Mmh C'est-à-dire mh. qu'aujourd'hui, tu peux connaître beaucoup de choses, il y a beaucoup de formations qui te permettent de savoir quel montage tu dois faire, comment tu lèves les fonds, de faire du un Ah peu oui, de tu te fais du accompagner. prévisionnel, tout ça et tout. À l'époque, ça D'abord, n'existait tu as des pas, gens qui ont ça de n'existait pas. l'expérience, tu as Ouais, des photos qui circulent, qui te donnent des idées, tu as des mecs qui l'ont fait, qui te disent, voilà. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que quand tu vois les cabinets, ils sont de plus en plus gros. En oui, fait, bien sûr. ce qui était impressionnant il y a 10 ans est devenu presque la norme. Et enfin, moi, je pense, par exemple, tu dois les connaître, Fred Chamier, etc., ce Bah qu'ils ont oui, fait à on s'est vu la Chartres. semaine dernière, donc du coup, on en a parlé, ouais. Oh mon Dieu, il faut que j'aille le voir, son truc, mais Ah bah, moi, en j'avais vu plus, les pour le travaux. coup, c'est sublime. Le lieu est incroyable. C'est magnifique. Ouais, Magnifique. il y a comment il s'appelle aussi qui a fait un truc incroyable, Renaud Noiret, là que je dois avoir bientôt sur le Mmh. podcast. Et j'ai Très envoyé une sympa, de mes connaissances là-bas, très elle me beau. dit mais c'est raffiné jusqu'à ses initiales dans les patères Mmh. du porte-manteau. Tu vois. Ouais et en plus, Renaud a enfin, il racontera mieux que moi, mais c'est qu'il a une très belle surface, mais il a une grande surface alors qu'il est, solo, quoi. Il y a pas Ouais, 10 personnes qui travaillent. ouais. Ahmed et Fred, il y a c'est une structure qui est plus grosse en termes de personnel, aussi, donc ça travaille plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance à faire des grosses structures et moi, c'est vrai que des fois, je suis très surpris de voir les jeunes qui construisent des trucs énormes et je me dis: Mm. «Waouh, la charge financière, la charge mentale, il faut l'encaisser, quoi, hein. Ouais, Faut il y a l'encaisser». pas très loin de chez toi, il y a comment il s'appelle euh, du cabinet Phil, enfin Ouais, ils sont à Montpellier, bien sûr, Finas. ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Et Ouais, ouais. pareil, c'est Celle de impressionnant Jocelyn, ouais, ouais. avec voilà Jocelyn. Et c'est impressionnant ils ont fait un podcast avec moi, mais c'est très impressionnant leur concept, leur réflexion. En fait, ce qui est assez agréable, c'est que la profession résonne vraiment en entrepreneuriat, quoi. On n'est Ah plus ouais, sur le ça a petit changé. cabinet. Et Ouais. moi, ça fait plaisir. Et moi, je suis toujours admiratif. J'adore ces belles structures. J'adore ces Ah oui, structures oui. très épurées, très médicales. Et inversement, on t'explique tellement qu'on va tous mourir parce que la Sécu veut plus nous rembourser. Toi, il y a une espèce de différence entre la réalité de terrain de ce qui s'y passe et l'espèce
de spleen, dépression professionnelle quand tu vas dans les réunions syndicales, qui est assez marrante, je trouve. Ouais. Ah ouais, non, c'est vrai que... Et ton idée au départ, elle était déjà de faire une structure de 1500 mètres carrés ou c'est... Ouais, ouais. Alors en fait, j'ai fait un petit remplacement chez Richard Garel, qui était à Avignon. Et Richard travaillait à l'époque dans une structure où lui, il était en bas et au-dessus, il y avait 2 médecins. Et je trouvais que c'était pas mal pour aussi pour la gestion patient. Enfin, je trouvais que c'était plutôt bien. Et donc, j'en parlais avec mon beau-frère. On avait des copains médecins qui étaient intéressés par le truc. Et l'idée, vraiment, au départ, c'est d'avoir une structure où le patient soit au centre de tout, avec du podologue, donc des pieds, jusqu'à celui qui s'occupe voilà, presque ça. Et de mettre le patient au centre et de construire une structure assez importante pour ça. Donc, on part là-dessus. Alors, dans la réalité, c'est pas forcément ça, parce que les patients, ils viennent chez le dentiste pour la renommée du cabinet. Ils viennent pas chez toi parce qu'ils ont le médecin au-dessus et qu'il y a le podologue en dessous. Donc, dans la réalité, on s'est rendu compte que le croisement des patients ne se faisait pas tant que ça. Et ce qu'on avait imaginé en 2000 2005 n'est pas la réalité 20 ans plus tard. Voilà, parce que les choses ont évolué, la médecine a évolué, enfin, tout ça a évolué. Mais au départ, c'était vraiment ça. Et donc, on part là-dessus. Et on fédère du coup du monde, on trouve un deal avec la mairie, donc voilà. On a même pensé, si tu veux, dupliquer le modèle. Bon, après, tellement de choses à faire que j'ai dit, laisse tomber, je suis pas entrepreneur immobilier, donc je vais pas passer Tu voulais le dupliquer le modèle pour avoir un deuxième cabinet comme ça, non? Non, pour en fait vendre le concept, notamment aux médecins, ce qui aurait été visionnaire, ou en tout cas aurait bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui tu vois les villes qui construisent des centres médicaux pour essayer des centres médicaux, pardon, pour essayer d'attirer des médecins et les garder. Et en fait, au départ, nous, c'était quelque chose qu'on avait imaginé. Et donc, c'était chouette parce qu'on avait un deal avec la mairie, c'est un bail à construction qui est l'inverse du bail amphithéotique, qui fait qu'en plus, la mairie, elle est contente parce que d'un point de vue politique, elle en tire quelque chose. Donc, ils étaient... elle a des médecins. Ouais, exactement. Donc, voilà, et puis, on l'a pas fait. Et donc, c'est assez donc à ce moment-là, quand donc 2009, ça fait 16 ans maintenant, votre structure, à ce moment-là, t'es pas du tout encore sur sur les conférences, les trucs, les machins. Tu fais de l'omnipratique à ce moment-là. Ouais, je fais de l'omnipratique qui commence à être un peu spécialisée, mais parce que j'avais développé une activité d'implanto, mais pas du tout exclusive. Et en fait, le passage dans le nouveau cabinet, je switch. Alors, pas du tout au départ exclusif, mais je commence à travailler mon réseau de correspondants, à faire les choses dans l'idée de développer un peu plus. Mais j'aimais tellement, et j'aime toujours, la dentisterie cosmétique, qu'elle soit prothétique ou restauratrice, que j'avais du mal à lâcher. Voilà, j'avais beaucoup de mal à lâcher. Et des fois où j'ai un peu de mal encore. J'aime bien terminer le cas, tu vois. Et ça peut m'arriver des fois des cas incroyables et de dire au correspondant, ça te dérange pas si finalement je fais la prothèse, parce que voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Et donc à ce moment-là, vous êtes 3 On est 3, ouais. On est 3. On a une structure qui fait à l'époque de faire 200 mètres carrés, un truc comme ça. Donc voilà. Et puis rapidement, moi, je prends un collaborateur qui était un jeune étudiant qui était venu faire un stage d'observation quand j'étais à Avignon et qui habite dans notre région. Et donc il vient, et c'est lui qui va devenir mon collaborateur et qui finalement va racheter les parts de mon associé le plus vieux quand il va partir à la retraite. Et aujourd'hui, c'est mon associé. Et un autre de mes collaborateurs est devenu notre 4e associé. Ouais, donc chaque fois, ça grossit comme ça. Là, vous avez quoi? Vous avez une aujourd'hui, avec ton beau-frère? Oh là, alors là, c'est particulier. Là, tu touches un truc. En fait, on est en SCM toujours. Pour tout se dire, dans la SCM, il y a des sellers, des holdings, enfin tout est, voilà, ça a grossi en fait. On a eu des crises de croissance et là aujourd'hui on arrive à une vraie crise de croissance, et donc aujourd'hui on est obligé de tout remettre à plat. Mais quand dans la SM tu as des holdings, des sells, tout ça pour faire des rachats et tout, c'est un peu compliqué. Donc là ça fait déjà 3 mois qu'on travaille là-dessus, donc je pense qu'on va s'en sortir rapidement pour faire une méga grosse selle. Au départ, quand vous associez sur les deux, donc vous avez une SCI sur le bâtiment. Ouais. Ensuite, vous faites de la location aux médecins. Laboratoire de prothèse, il n'est pas à vous, c'est un indépendant. Non, il est indépendant. Ouais. Ok. Il y a le podologue. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre discipline paramédicale? Il y a des kinés, il y a des psychiatres, il y a des médecins généralistes et il y a une gynéco-obstétricienne.
Ok, et il y a que ton beau-frère et toi qui êtes propriétaires des locaux. Non, 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 non. On a tout le monde a des parts dans le Ah, tout bâtiment. le monde avait part de la Ouais, SCI. Ah ouais, ouais, ouais. d'accord, ok. Alors là aussi, c'est philosophique, hein, je pense que c'est éducatif. Et puis au départ, j'avais peut-être peur de le faire tout seul, hein, mais j'ai dit: «Moi, je veux que tout le monde qui soit dans le bâtiment soit propriétaire d'une part du Ouais. bâtiment». Voilà. Ce qui a des avantages et forcément toujours des Aux inconvénients, inconvénients. ouais. Et quelqu'un, par exemple, qui revend, un médecin qui part à la retraite, qui revend, il est obligé de céder ses parts Ouais, de SCI ou pas? Ah oui, ouais. tu ne peux pas avoir de part de SCI si tu n'es Non, pas... ok. on voulait pas avoir d'investisseurs parce que, j'avais vécu ça donc dans un des remplacements et j'avais vu en fait la détérioration du bâtiment à une vitesse grand V à partir du moment où les mecs qui sont propriétaires du bâtiment ne travaillent plus dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils veulent Hmm. plus repeindre, machin et tout et ça se dégrade très vite, et donc c'est des bâtiments quand même qui reçoivent beaucoup de monde et donc d'emblée, quand on a réfléchi au concept, on a dit: «Heu, vous pouvez garder les parts vos parts de l'immobilier maximum 3 ans après la cession de votre D'accord. activité Ouais. professionnelle». Ce qui permet un peu de souplesse parce que ça te fait un petit bas de laine pendant 3 ans et puis celui qui vient de racheter le cabinet, bah, lui aussi, Ouais, ça te il permet est pas obligé de de se différer. surendetter dès le départ d'un point de vue immobilier donc c'était bien comme ça glisse et ça se passe relativement bien, dans ce cas de figure. Ok. Jusqu'à Et présent, donc, c'est en ce qui s'est 2009, passé. quand vous créez, vous avez la SCI, donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous créez une SCM tous les deux. Vous n'êtes pas en CELAR à ce moment-là, vous êtes en Non, on n'est pas en indépendant. salarié, mais on est en 2009, c'est-à-dire que personne n'était en salarié en 2009. Non. C'était vraiment c'était des ovnis ceux qui étaient en salarié. Ouais. C'était le tout début, quoi et donc après, bah, moi, assez rapidement, je passe en sel, et mes associés, bah, il y en a un qui part à la retraite, donc lui il dit: «Bah, non, j'ai pas envie, c'est compliqué, il a fait 50 ans en SM, autant te dire que voilà» et mon beau-frère, lui, bah, non, ça lui fait peur, il faut gérer des trucs, il a l'impression qu'il manque de liberté, ainsi de suite, donc il le fait pas et jusqu'à aujourd'hui, il le fait toujours pas. Bon là, il va y être contraint, mais Ah, s'il lui, il m'écoute, n'est pas en CELAR, là. non, non, s'il Et m'écoute, par contre, les jeunes qui ont rejoint, eux, ils sont en CELAR, là. ouais, ouais. Ok. Et la holding, elle tient quoi, alors? Non, c'est C'est ta parce que CELAR. c'est pour des questions de LBO ou autre, on a fait des holdings au-dessus Ah, de la ok. CELAR, mais voilà. Et vous êtes tous dedans dans les holdings? Non, non, Il n'y a c'est que pour ça toi. que ça devient un peu l'usine à gaz. Il y a que toi qui te tiens au courant. Moi, j'ai rien dit, mais voilà. Mais du coup, ça devient un peu compliqué à gérer, donc Ouais. là, il faut tout remettre à plat. Voilà, il faut tout remettre à plat. Ça, Il c'est faut les tout avocats qui sont remettre à contents. plat en se projetant sur, qu'est-ce que ça va donner dans 5-10 ans pour être prêt à ce qui va se passer plus tard. Mm. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exercice de projection qui est pas si simple que ça. Et vous faites accompagner par un cabinet spécialisé ou un Ouais, cabinet ouais, ouais. généraliste? Ouais, ouais. Ok. Et donc, là, et toi, à quel moment se fait le switch? À quel moment tu découvres que tu peux avoir dans une ville de 12 000 habitants une activité hyper spécialisée? Parce que autant moi, je me dis, ok, j'ai fait de l'endo, mais ça reste de l'endo. Mais là, c'est pas de la paro, c'est de la chirurgie plastique. Et Mmh. ça, c'est quand même fort. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi? Il y a un moment où tu as monté en puissance par tes correspondants, te dit, tiens, je sens que c'est le moment, ou c'est toi qui le provoque? Ben, en fait, c'est un peu tout, mais c'est clairement, moi qui vais le provoquer parce qu'il y a plein de choses, autour. C'est l'idée de départ du cabinet. L'idée de départ, c'était de dire: on voudrait qu'au sein de notre structure, le patient puisse bénéficier de la meilleure qualité de soins possible. Voilà, en tout cas la meilleure de ce qu'on peut arriver, essayer de donner. Et de se dire et pour le coup, j'ai une grande admiration pour ceux qui font de l'homéopathie, mais de se dire, bah, finalement, en fait, moi, personnellement, mon équipe, on est trop limité pour continuer à faire de l'homéopathie. Il faut qu'on développe des pôles de compétences où on va aller se former, on va développer des nouvelles techniques, ainsi de suite, pour essayer de faire le mieux dans ces champs de compétences. Mais ça va être impossible d'être bon en endo, en prothèse, en implanto, en plastique, et j'en passe. Et donc, fort de ce constat-là, on commence à tous, tu vois, se diriger un peu vers des pôles de spécialité. Donc, il y en a un qui fait beaucoup de prothèses et d'occluso, il y en a un qui fait pas mal d'endo, il y en a un qui fait quasiment que du collage. Et du coup, moi, au départ, je prends la paro dans son Mm. ensemble et l'implanto parce que j'aime ça. Et forcément, si je veux faire plus de ça, je suis obligé de faire des choix et de dire, je vais faire moins de ça. Et donc, je lâche certaines choses. En parallèle, mon réseau de correspondance se développe. Il y a des gens qui me font de plus en plus confiance. Et donc, j'arrive à un moment où je suis un peu acculé, hein, et je dis, Mm. mais là, il va falloir faire des choix parce que sinon, tu vas être en souffrance, tu vas pas faire ce que tu veux. Et si t'es pas aligné, toi, avec ton idée, ça va partir en saucisse. Et Mm. donc, je dis, ok, il faut faire un choix. Donc,
je vais faire ce où j'ai l'impression que j'apporte un petit plus par rapport à d'autres, et c'est un truc qui me fait kiffer. Et donc, c'est les tissus mous et l'implanto, mais l'implanto, voilà, encore une fois, pas la grosse implanto, pas les grosses reconstructions, mais l'implanto. Un planteau fine, quoi. Ouais, voilà. Et donc, on part là-dessus. Et toi, on construit là-dessus. alors après la fac, tu as fait un CES de paro. Après, tu as fait Ouais. d'autres formations ou tu es Alors, uniquement privé? moi, j'ai fait, à l'époque, tu sais, il fallait faire CES de groupe A, CES de groupe B. Donc, j'ai fait le CES de biomat. C'était Nice-Marseille à l'époque. Puis ensuite, le CES de paro, puisque je voulais aller sur la paro. Puis ensuite, DU. Donc, voilà. Et après, formation. Du privé, parce que je me suis rendu compte que dans les instances classiques, conventionnelles, c'était compliqué d'aller chercher vraiment ce que je voulais. Alors, c'était super, tu avais un diplôme, les formations sont de qualité, les personnes qui travaillent sont dévouées, et franchement, bravo à eux, parce que c'est pas si facile que ça. Et pour continuer à aller dans les DU, c'est vraiment de l'altruisme. Tu veux partager, tu prends sur ton temps, t'es pas payé pour ça. Donc, il y a cette dimension Et c'est le DU de quelle scolaire, fac, pardon? Tu l'as fait à quelle fac? Là, c'était Bordeaux qui faisait ça, et c'était en partenariat avec l'hôpital de Montreuil. Donc, on posait des implants à Montreuil, mais les cours étaient à Bordeaux. Et ce qui était pratique, parce que les cours étaient rassemblés sur une semaine. Donc, moi, j'avais mon cabinet, j'avais les enfants, je pouvais pas faire du plein temps ou même du 2 jours par semaine. C'était impossible pour moi. Donc, j'avais trouvé ça. Et c'était Francis Poulmer, d'ailleurs, qui s'occupait de ça à l'époque. Donc voilà, donc c'était chouette. Et par contre, elle est à Montreuil, mais à Montreuil, c'est... Ah ouais, on montait et on faisait 3 jours ou 4 jours d'hospitalier. Donc on posait des implants, donc c'était chouette parce qu'on en posait pas mal en plus. Ça travaillait bien, quoi. Ça existe toujours, ce DU? Je pense, ouais, je pense. C'est la SFBSI qui s'occupe de ça maintenant. Donc oui, c'est j'ai vu ça. je pense que ça existe toujours. Ok. Et donc cool. Et après, je me dis, il faut que j'aille voir les gens qui, quand je lis un bouquin, quand je vais en conférence, me stimulent ou j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me plaît, quoi. Et donc, je commence. Et donc, je vais chez Fradiani, je vais chez Massimo De Santis, je vais chez Eric Van Doren, qui va être quelqu'un qui va compter énormément pour moi. Et chaque fois que je reviens, je me dis, en fait, les mecs sont archi brillants, parce qu'ils sont vraiment brillants, mais ils sont protocolés, ils ont travaillé, ils travaillent encore, tout est préparé, il n'y a pas de place pour le hasard. Et tout ça fait un peu écho à ce que tu vois dans le sport, dans plein de choses. C'est-à-dire que, ouais, Ronaldo, il doit marquer, ou Zidane, il doit marquer le but le jour de la finale de Coupe du Monde. Et pour ça, il faut que tout ce qu'il y a à côté soit prêt, préparé, automatisé pour pouvoir délivrer la performance. Et quand je vais chez ces gens-là, je me dis, ouais, il n'arrive pas comme ça en se disant, tiens, qu'est-ce que je ferais bien ce matin sur ce patient-là? Non, tout a été préparé, toute l'équipe est préparée, et bam, il y va, il sort un truc sublime qui demande clairement de la dextérité et du savoir, ça c'est sûr, et du travail, mais tout le reste a été fait, construit pour pouvoir délivrer cette performance-là. Et ça, c'est des choses qui vont me marquer et qui vont rester dans l'ADN de tout ce que je fais au quotidien et tout ce que je délivre dans les formations, dans les cours, parce que c'est le truc qui m'a le plus surpris, quoi. Voilà. Ok. Et donc là, tu fais une formation. Les formations, t'en fais quoi? Une par an? J'en fais au moins une par an. Ouais, okay. Au moins une par an. Et à l'étranger, essentiellement. À l'étranger, alors que je suis une bille en anglais, mais une bille. Bon, je suis plutôt sociable, donc du coup, j'y vais, et puis bon, on verra bien. Et puis voilà. Si t'arrives à l'aéroport et que t'arrives déjà à l'hôtel, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais on partait de loin. Ça va mieux, hein. Maintenant, je fais des confs en anglais, tout ça, mais bon, c'est pas ma zone de confort. Voilà. Mais ça va. Ok. Et donc, par contre, t'as jamais voulu être universitaire? T'as jamais été dans ton ADN, ça? Alors, sur le principe, je te dirais pourquoi pas. Et je me souviens très bien, assez rapidement, Bruno Pédissier, qui est en charge du DU d'esthétique à Montpellier, fait appel à moi. Donc, pour parler de la partie rose dans son DU d'esthétique. Donc, déjà, je trouvais ça très sympa. Un, qui pense à la partie pink, et deux, qui fasse appel à moi, puisque j'avais été un de des étudiants, et c'était... commençais à faire pas mal de conférences, mais j'étais pas non plus établi. Donc voilà, il m'appelle. Et puis, on mange à la cafette à la pause du DU. Et il me dit, Ben, mais pourquoi tu viens pas à la fac? Je dis, écoute, c'est facile, moi je veux bien venir, mais j'ai 3 conditions. C'est, je choisis mon équipe, je fais ce que je veux, et je suis payé comme au cabinet. Il me dit, bon, tu viendras jamais à la fac. Voilà. Et ça a été clair. Il m'a dit, voilà, t'as 3 conditions qui sont
allez, même 2, c'est déjà quasi impossible. Même une, c'est compliqué. Donc, du coup, Mm. voilà, laisse tomber. Ok. Et du coup, j'ai pas cherché à faire ça. Donc, t'as jamais été assistant, rien du tout. Non, non. Donc, t'interviens dans des DU quand même. Ouais. Bah, DU d'esthétique à Montpellier, DU d'esthétique à Nice, DU d'implanto à Corté et à Lyon, et bientôt au DU d'implanto à Marseille. D'accord. Donc, en fait, quasiment tous les DU qui existent. Non, je sais pas s'il y en a peut-être Non, plus. il y en a plein, il y en a plein. Mais ça me fait plaisir. C'est un exercice que j'aime bien faire. Encore une fois, c'est du bénévolat complet. Mais parce que tu rencontres souvent des jeunes, ça aide les universités. Et je trouve que on est déjà très dissocié public-privé. Et je trouve que c'est quand même bien quand tu as des mecs du public qui viennent. Et puis je me dis, ben voilà, tu saupoudres d'un petit truc. Et si dans le lot, ben, tu donnes envie ou tu crées de l'émulation pour ces jeunes qui sont là, eh ben, ok, tu as rempli ta mission. Donc voilà, je le fais pour ça. Et je le fais avec plaisir. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes 4 dans le cabinet, hein, si j'ai bien On suivi. est 4 associés, on a 3 collaborateurs. Ok, donc vous êtes 7. Ouais. Donc toi, tu fais que la plastique, la muco. Ton Et beau-frère, il fait... C'est vraiment plastique et implanto pour moi. Hein. C'est vraiment. Plastique et implanto, ok. Ouais. Et mon beau-frère, lui, il fait omnipratique, on va dire. Ok. Un tiers quand même d'endo pour tout le il fait de l'endo. Ouais, un tiers d'endo. Et après, j'ai Julien, mon autre associé, donc qui était un de mes anciens collaborateurs, qui lui fait quasiment que la grosse réhab prothétique avec une partie d'occluso, alors qu'il veut pas développer parce qu'il n'a pas envie d'avoir tout le monde qui arrive. Donc voilà, donc surtout, non, veut pas que son prénom. dire ça, mais voilà, ne lui envoyez personne. Mais il le fait bien, mais c'est compliqué déjà à gérer ses propres patients. Il a pas du tout envie de développer ça. Donc voilà. Et Dorian Bonafous qui lui aussi est formateur, conférencier et qui fait quasiment que de la réhabilitation esthétique, beaucoup de collage. Avec toi, lui. Ouais, Dorian est avec moi. Ouais. Okay. Il a fait un cours sur la digue. Ouais, peut-être il fait trucs sur les gilets, il fait trucs sur les vertiprep avec Hugues de Bellnay, voilà. Ah ouais, il tombe pas mal aussi, il aime bien ça. Ouais. Et donc, à part ton beau-frère qui fait un tiers d'endo, vous n'avez pas d'endo en interne? Non, on n'a pas d'endo pur, ouais. Parce que Christophe, donc mon beau-frère, ne veut pas faire que de l'endo. Voilà. Il s'éclate à faire de la prothèse. Il adore ça. Et il dit, je veux pas faire que de l'endo. Je veux pas. Voilà. Par contre, dans le futur, peut-être qu'on va dire, Christophe, ok, tu continues à faire ton tiers d'endo, qui va peut-être devenir un quart, mais on va peut-être reprendre quelqu'un qui va faire que de l'endo. Oui, parce que c'est, en fait, il y a un moment où, quand tu montes en puissance, comme ça dans la production de réhabilitation, l'endo devient un vrai frein, en fait. C'est un frein au délai, etc. Voilà, c'est ça. Surtout, aujourd'hui, c'est un frein au délai. C'est-à-dire l'organisation du truc devient compliquée. Parce que vous avez qui en exclusif dans le coin? Il y avait Ludovic Pommel. Ouais. Ludovic qui va bientôt s'arrêter, donc mais qui est adorable en plus. Hormis les compétences cliniques, compétences humaines incroyables. Mais il a revendu, non? Je sais pas exactement où ils en sont, donc je vais pas dire de bêtises, mais oui, c'est en train de. Je crois que lui, il arrête le cabinet en décembre. Oui, c'est ça. Okay. Et, encore une fois, il faut que je fasse attention parce que comme je sais beaucoup de choses, on me dit beaucoup de choses, des fois je sais pas toujours si c'est complètement officiel ou pas, donc il faut que je fasse gaffe. Donc, si après j'ai fait une bêtise et que je reçois un SMS, c'est là où on coupera. Je dirais, il faut l'enlever cette partie-là. non, c'est officiel. Il a Saint-Saturnin quelque ça. chose. Ouais, c'est ça. Rue de l'Aérodrome. Même. Exactement, à côté de l'aérodrome. Ouais. Adorable, Ludo, adorable. Saint-Saturnin, c'est ça. Et si t'es passionné de pêche, alors là, tu peux passer des soirées folles avec Ludo parce qu'il est passionné. Lui, c'est la pêche à la mouche. Je me souviens. Ça fait longtemps qu'il est chez son frère pêcher en Alaska, au Canada. Même lui, il va loin. Tout ça. Ouais. Même lui, il va très loin. Il avait dans sa maison, il avait un atelier pour ses mouches. Tout à fait. C'est au début, moi, je sais pas ce que c'était qu'une mouche. Il me dit, je fabrique mes mouches. Je dis, bien, il est bizarre, le mec qui fait des mouches avec vinaigre. Mais c'est impressionnant. Anthony Atlan aussi est passionné de pêche à la mouche. Oui, effectivement, il me l'avait dit. Il part avec son prothésiste Asselin Bonichon, ils vont pêcher aussi à la mouche. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens, une fois que j'étais allé chez Ludo, il m'avait appris à lancer le truc dans son jardin, là. Ouais. Non, mais c'était pris pour Brad Pitt au milieu coule une rivière. Mais c'est un Ludovic Pommel, il est adorable. Il a survécu au milieu universitaire, je sais pas comment il a fait. Passionné. Ok. Ouais. Et donc là, toi, c'est en quelle année que tu fais un switch? Tu le fais progressivement ou tu le fais quasiment du jour au lendemain?
Ouais, je pense qu'en 2012, à mon avis, j'ai dû switcher, Ah quoi. oui, donc ça fait un Ouais, j'ai moment fait déjà. 3 ans où j'ai fait un peu tout et puis après d'un coup j'ai dit, je bascule. Au début, je faisais la paro conventionnelle, mais en fait, moi je vais le dire, hein, je suis très, très technique en fait. J'aime la technicité de l'acte et le côté médical qui accompagne beaucoup la paro m'excite pas plus que ça, voilà. Alors que ma mère est psy, je devrais avoir une appétence à écouter les gens. Voilà, rapidement, il faut que je fasse un truc, quoi. Et donc du coup, je commence à me rendre compte que je le fais pas trop avec plaisir et je me dis: «Tu risques de moins bien le faire», hein. Donc je m'organise pour avoir quelqu'un qui fasse cette partie-là de la paro et aujourd'hui, j'ai, une collaboratrice, qui devait s'associer pour plusieurs raisons, personnelles et amoureuses qui va nous quitter, mais qui avait un exercice où elle fait que la paro classique, la régène et un petit peu de plastique, un petit peu d'implanto, donc c'était super. Donc là, on va chercher quelqu'un pour la remplacer, mais voilà, pour déléguer cette partie-là parce que c'est un vrai savoir-faire et si tu veux le faire bien, il faut être passionné de ce côté-là Et et puis tu vas là, voir, le problème, c'est qu'une fois que c'est comme l'ortho, quoi. C'est une fois que tu as un patient, alors l'ortho, il est collé pendant 3 ans, la paro, t'es collé à vie. Hein. à vie, à vie. Avec le problème de la maintenance qui est un gros L'assistant souci, de niveau dans 7. tous les cabinets, ouais. Une assistance qu'on verra peut-être un jour, qui sait? Je ne sais pas. Là, tu vois, plus j'avance en âge, plus je me dis, j'ai Ouais, 54 c'est balais, il me reste à peu près, on va dire 15-20 ans. Je suis pas certain, on va dire 15 ans, je suis pas ouais. certain que je vois le bout du tunnel, que je vois l'assistante avant que je parte. Mais Ouais, c'est des trucs qui sont, je sais pas, je suis pas dans les instances dirigeantes de tout ça, mais qui, de l'extérieur, paraît fou. ouais, C'est-à-dire, ça tu se te fout. dis, Après, il y a une demande pour faire ce métier d'hygiéniste, hein, clairement, il y a un besoin parce qu'on n'est pas assez de dentistes. Donc, si tu pouvais déléguer toute la maintenance, ben, ça permettrait d'avoir des délais de rendez-vous qui soient plus ça acceptables pour c'est les sûr. patients, parce que clairement, c'est un problème dans tous les cabinets de France. Donc voilà, ça crée de l'emploi, ça crée de l'emploi pour la formation, ça améliore le côté santé publique, c'est-à-dire que les gens sont moins suivis à la fois en préventif et pour le suivi à long terme. Donc tu te dis, les dépenses de santé sur du moyen terme, elles vont descendre. Enfin, tout est aligné et Mm. malgré ça, ils n'y arrivent pas. Et en plus, il Non, y a des exemples partout en Europe. C'est-à-dire, il suffit de regarder ce qui se passe aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, et de dire, je prends le meilleur modèle, et puis c'est bon, je copie-colle. Et nous, en fait, bah, on veut inventer quelque chose, quoi. ce qui est assez intéressant, c'est que alors, le jour où tu seras diffusé, le podcast précédent le sera. Donc j'ai enregistré avec Julien Lopi de l'ADF. Ouais, ouais. Et donc j'ai abordé ce sujet-là en me disant, mais voilà, est-ce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte? Et en fait, il t'explique que le problème ne vient plus. Alors, il a été dans la profession Ouais. pendant des années. Je crois qu'aujourd'hui, la profession est assez unanime. Ils ont réussi à tous se mettre d'accord. Mais c'est derrière le parcours politique du truc. En fait, il faudra Ouais. écouter. J'ai oublié, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est qu'en fait, il me dit, on nous fait porter le chapeau alors que c'est plus dans nos mains. Ah oui, non, C'est c'est plus clair, dans nos c'est mains. passé Toi, au-dessus. de mémoire, il y avait un article de loi qui était sorti, et puis au moment où c'est arrivé, au dernier moment, le mec il dit, mais non, mais il est pas constitutionnel parce qu'il y a un point. Enfin, je me souviens plus exactement. Mmh. Et hop, ça repart à zéro. Ouais. Toi, entre Oui, il y temps, avait eu une histoire, une boucle avec la radiologie, avec l'autorisation de faire de la radio aussi, parce qu'il y avait ouais, les les techniciens radiologues de qui radio, les avaient dit, manipulateurs voilà, radio, ouais, c'est ça, avec une ouais. espèce de voilà. Et c'est ce qu'il dit en fait dans ces décisions. T'as pas que des dentistes. Mmh, T'as la CGT, la CFDT, le truc, et chacun protège bien son sûr. truc. Mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que en gros, moi j'étais vraiment persuadé que c'était les professionnels de santé qui ne les voulaient pas. En fait, pas du Mmh. tout. Non, 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 ça c'était au début, les histoires Mm. de voilà, mais non, non, ça maintenant, je crois que c'est fini, hein. Mais c'est vrai que Julien, il est en plein là-dedans parce que je le vois beaucoup en ce moment parce que je suis dans le comité de l'ADF, Ah oui. Mm. pour cette année et du coup, oui, tu as une dimension politique qui nous dépasse, quoi. Mm. Donc bravo d'ailleurs parce qu'il se colle des réunions, Lui, ouais. ils en colle quelques-unes. Ouais. Ouais. Il a l'air d'aimer ça. Hein. Moi, Ah j'étais mais étonné, mais. ouais, il est comme un poisson dans l'eau, hein. C'est son truc, hein. Et donc, parallèlement à ça, donc tu commences à communiquer. Donc, c'est le fait d'avoir communiqué. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a plein de jeunes praticiens qui veulent devenir endo, machin, etc. Ils savent pas par où commencer. Et moi, ce que je leur dis, mais c'est commencer à communiquer avec votre réseau de correspondants. Créer Mmh. votre réseau de correspondants, ça va t'apprendre à parler en public et petit à petit, tu vas monter en puissance. Mais ils ont l'impression parfois qu'il faut, oui, mais tu comprends, vous êtes invité partout pour faire des conférences, on vous connaît, donc c'est facile pour vous. Et j'ai dit, tu sais, moi, la première Mmh. fois qu'on m'a appelé, je sais plus Oui, quand c'était. Si, je sais d'ailleurs, c'était à l'ADF 2000 avec Isabelle Cochet. Mais on m'a pas appelé comme ça en disant, tiens, le mec il est dans la rue, quoi. C'est qu'à un moment, faut provoquer les choses, faut bien bosser. sûr. Donc toi, comment se fait comment tu arrives en fait à faire de la formation?
Alors déjà, j'avais commencé en fait chez Francis Poulmer à Avignon parce qu'il avait sa société de formation et du coup, il m'avait demandé de m'occuper à l'époque un cours sur les sinus et il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est que quand tu dois donner un cours, quand tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un, si tu veux être honnête envers ceux qui sont en face de toi et envers toi-même, ben en fait, il faut que tu bosses comme un malade pour maîtriser ton sujet. Bien sûr. Et en fait, je me suis dit, mais voilà un moyen tout trouvé de te forcer à travailler pour maîtriser le truc. Et donc, ça m'avait saisi. Alors, à la fois sur le plaisir de partager, de rencontrer des confrères, parce que dans les formations, tu donnes, mais tu reçois beaucoup. Tu apprends toujours des choses. Moi, je suis friand de ça, de la petite anecdote à la pause café ou quoi. Tu apprends plein de choses, donc c'est vachement cool. Humainement, c'est super intéressant. Mais il y a cette dimension de, ok, si je veux être honnête, encore une fois, envers les autres, envers moi-même, il faut que je bosse. Et donc, j'avais adoré ce truc-là. Et donc, parallèlement au développement de mon réseau de correspondants, je commence à faire des petites formations à droite, à gauche. On m'appelle pour faire des interventions. Et puis après, il y a Laurent Holly qui avait repris l'académie, avait créé l'académie Paro, qui me propose de venir intervenir pour de la muco, de la plastique, au sein de l'académie Paro. Et puis du coup, tout s'entremêle. Et puis je dis, OK, feu, voilà. D'accord. Tout démarre un peu comme ça, quoi. Ok. Voilà. Et donc l'Académie Paro, c'est le fameux, Laurent Holly, c'est celui qui a racheté le Paro Concept, Exactement, qui a repris la exactement. suite de Ouais, Jacques Charon. il a repris, il a beaucoup développé, il a apporté plein d'autres choses, il s'est très bien entouré. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre et les gens le connaissent, mais pas forcément Il est tous. pas dentiste, lui, il est. Non, pas du tout, pas du tout. Il vendait des microscopes, lui, c'est ça? Ouais, c'est ça, Des c'est ça, loupes, ouais. des loupes, il le fait toujours d'ailleurs. Mais il est passionné et ce qui est fou, c'est que tu peux parler paro, mais tu peux pousser très très loin parce que À force il va d'écouter à les mecs, remarque. et puis il va à l'Europerio, il se forme entre parenthèses, donc il est très fort, il connaît beaucoup de choses. Et du coup, il a su bien s'entourer, il a monté un gros truc, un beau concept qui est un gros succès et qui a un peu révolutionné et dépoussiéré la formation telle qu'on la connaissait avant. Alors, forcément, ça lui a pas créé que des amitiés, mais en même temps, Ouais. voilà, la compète, c'est bien aussi. Ça te fait suer quand tu l'as subi, la compète, mais ça fait partie du jeu, et puis ça te pousse à faire des choses, donc c'est toujours bien, et au final, c'est bien pour la profession, donc c'est très bien. Et donc Voilà. là, toi, à ce stade-là, t'es juste intervenant, t'es pas du tout Ouais. dans sa société de. Alors, mais je suis toujours pas, je suis toujours. Après, on a des partenariats plus solides que ce qu'on avait à l'initial. L'initial, c'était juste, tu commences, viens, tu fais un cours, on voit si ça se passe bien, et si ça accroche bien, et puis ça a bien marché. Après, on a développé. Et avec les correspondants, ça s'est bien développé. J'ai jamais voulu trop développer le réseau de correspondants. J'ai un gros réseau de correspondants, mais je cherche pas à tout prix à le développer. C'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire, et c'est pas Non, quelque puis il chose faut assumer derrière. Ouais, voilà. Et tu peux pas tout faire. Et moi, mon activité, elle est quand même très partitionnée avec parce que mon activité de formateur et de conférenciel, elle occupe quand même pas mal de place. C'est autour de entre 30 et 35 jours dans l'année, donc ça commence En à faire effet, du ouais. volume. Et c'est quelque chose que j'aime, j'ai pas envie de le lâcher. Donc si je développe un réseau avec 120 correspondants, il faut que je sois là tous les jours au cabinet pour gérer ce truc-là. Voilà. Et tout doit être construit pour eux si tu veux que ça soit performant. Donc voilà. Ok. Et donc, comment est né Paroplastique? Paroplastique, je donnais des cours, mais j'étais toujours chez les autres, voilà. Et puis j'avais des idées, des envies, notamment de faire Over the Shoulder, parce que c'est quelque chose que j'avais vécu moi. J'étais allé chez Eric Van Doren notamment, et j'avais surkiffé le truc. J'étais allé chez Iñaki Camborena, j'ai trouvé ça super. Et j'ai dit mais ça c'est un truc qui n'existe pas en France. Il faut que je fasse ça parce que moi, en tant que client, entre parenthèses, j'ai adoré ça. Donc, je vais le créer. Et donc, j'ai dit, il faut que je développe une structure parce que je peux pas le faire comme ça, quoi. Et donc, ça a démarré comme ça. Et puis, ça a grossi. Puis, j'ai commencé à donner les cours. Et puis, on a structuré ça. Et puis après, Julien Mourlas qui rentrait, que je connaissais pas du tout, hein, qui rentrait de son postgrad à New York, est venu gratter à la porte comme je l'avais fait moi. Et puis, on a travaillé ensemble, et il y a maintenant 4 ans, il est rentré dans la structure. On est moite-moite tous les deux. Et puis maintenant, il y en a d'autres qui arrivent dans la structure parce que on va faire grossir le truc et qu'il y a des besoins qui se font sentir et des envies, donc du coup, on grossit, quoi. Parce que c'est quoi? Paroplastique, c'est quoi? C'est un organisme de formation Ouais. qui est dédié à la chirurgie mucogingivale.
à l'environnement de la chirurgie plastique, ouais, qu'il soit sur dents ou sur implant. Voilà. D'accord, ok. Ouais, parce que Et maintenant, il y a une formation sur les tissus mous autour des implants, avant, pendant et après la pose d'implant. ok. Et donc, quand tu dis vous êtes à 50-50, c'est-à-dire que toi, tu as créé une société de formation et tu lui as revendu des parts. Non, je Non. lui ai donné des parts. Ouais. Alors, on revient à l'éducation, le truc partagé, Ouais. machin. Oui, parce que j'aurais eu quelque chose à vendre, mais pas grand-chose à vendre, et qu'il apportait réellement quelque chose de plus. Et Et ça qu'est-ce qui faisait fait qu'il partie ne du fait deal, pas? c'est-à-dire que pendant un moment, je lui dis, voilà, tu vas développer ça, tu vas travailler sur ça, tu vas apporter ça. Voilà les critères, entre parenthèses, d'évaluation. Si tu remplis ces critères d'évaluation, comme tu as créé un nouveau module, finalement, c'est toi qui as enrichi la structure. Hmm. Ok, tu rentres dans la structure. Voilà. Donc, il est un apporteur d'affaires, en fait. En gros, il est Ouais, sur le en. principe, au départ, c'est ça. Après, bah, voilà, il a 49% de départ et roule. Et donc, il est 49. Ouais. T'as Ah ouais, 51 je encore. reste un peu quand même. Et Et donc, puis en plus, dans les trucs, tu sais, où tu payes les choses, il y a le côté reconnaissance du ventre qui est des fois un peu difficile. C'est-à-dire que celui qui a vendu, il a l'impression qu'il a vendu pour rien, et celui qui a acheté, il a toujours l'impression qu'il a acheté pour beaucoup. toujours. Et voilà. Et souvent, ça laisse un petit peu de trucs qui traînent, et puis un jour, ça sort. Dire, ouais, mais il y a 4 ans, tu m'avais vendu ton truc, alors que c'est moi qui avais tout fait. Toujours. Enfin, Hmm. voilà. Et je préfère bah, finalement, bon, Ouais, ne pas les avoir de sous, dette morale. l'argent, entre parenthèses, on en a la chance d'avoir un métier où on gagne très bien notre vie, et que des fois, des petits milliers ou dizaines de milliers d'euros, finalement, ça fait pas grand-chose. Par contre, ça pèse dans le côté mental, voilà, ça traîne un peu. Voilà. Donc, des Ok. fois, je préfère dire, je préfère lâcher et avoir un vrai partenaire. Voilà. Parce que là, je vois dans les speakers, il n'y a pas que des Français, hein. Il y a même, Oui, ouais, il y a ouais. même du lourd, la Cofar. Ouais, ouais, ouais. En fait, chaque 2 ans, on fait un meeting avec des internationaux. Donc, il y a Eric qui est venu la première fois, et puis Gustavo Giordani, Florine Coffard, et puis après Tony Moi, je Rotondo, les connais pas, Ricardo ceux-là. Kern et Ramon Gomez Beda qui était là il y a 15 jours. Et puis là, on va passer sur des cycles un peu plus rapprochés. Donc, on a un prochain speaker qui arrive. Donc, je sais pas, ça Et sera donc, diffusé quand d'ailleurs, tiens? le 27 septembre. 27 septembre, peut-être que je peux. Ouais, je sais pas. Non, je vais pas le dire. Je tease encore un petit peu. Mais on a un gros speaker qui arrive. Un gros speaker. Ok, et donc, oui, et puis vous faites des trucs pas qu'en France, là. Apparemment, vous étiez en Espagne, 26-27 juin, j'ai vu. Non, ça c'est l'Espagnol qui est venu. Ça c'est Ah, c'est l'Espagnol lui. qui Ah est oui, venu. d'accord. Mais ouais, Mais ouais, on ça, fait des cours maintenant. On fait des cours à l'international. Donc, alors des fois c'est la Belgique. C'est pas l'international international, mais ça peut être en Hollande. On est parti en Roumanie. On est parti aux US. Voilà. mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que t'emmènes des gens, t'organises un cours. En fait, t'es un tour opérateur de cours Ah ou non, 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 pas du tout. non? C'est moi qui vais donner un cours là-bas. Et puis la structure qui me fait venir, ou nous, parce que des fois c'est nous qui organisons directement le truc, ben, on forme des dentistes qui sont de- hollandais, luxembourgeois. C'est-à-dire, par exemple, toi, t'es invité pour faire un cours et à ce moment-là, tu montes dans ta société, tu ouvres des inscriptions pour que les gens aillent là-bas. Ok, pas con. Donc voilà, donc ça se développe bien, et puis on grossit. Donc là, on a commencé, au départ, on faisait que tissu mou autour des dents. Maintenant, tissu mou autour des implants, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. On avait beaucoup de demandes pour ça, mais ça demandait beaucoup de travail aussi pour synthétiser les différentes choses qu'il est possible de faire, structurer, avoir du background, avoir des publications, parce qu'on est toujours très attaché à la publication, à la validation scientifique de ce qu'on fait. Donc on a attendu un petit peu, et quand on a été mûr, on y est allé. Donc on a commencé l'année dernière, et puis ça va continuer. Donc voilà. Ok, et là, vous avez des cycles aussi de formation ou c'est que de la formation Non, 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 on a des post-post? cycles. On a des cycles qui se font. Donc, on a un cycle principal qui est sur 2 modules, qui durent quasiment sur 1 année, 2 modules de 4 jours, et un module intermédiaire qui est distanciel, pour maîtriser toutes les techniques de chirurgie plastique moderne. Donc, la gingiva libre, qui reste une technique de chirurgie plastique moderne, si tant est qu'on applique les principes de la chirurgie plastique moderne à la gingiva libre, et puis la tunnelisation et toutes les techniques de lambeaux. Notre idée étant de dire, on explique et on démontre aux gens le bien fondé de chaque technique, et surtout le champ d'application de chaque technique, puisque bah, finalement on est souvent
dans des querelles de clochers. Ouais, il faut faire que du tunnel, ouais, il faut faire que du lambeau, machin et tout. Alors qu'en fait, il y a que des indications pour chaque technique. Et donc, on a développé des arbres décisionnels pour dire, bah, dans ce cas-là, tu fais comme ça, dans ce cas-là, tu fais comme ça. Et donc, il faut que tu apprennes 3 techniques, ce qui est quand même pas violent comme apprentissage, et qui te permet du coup de décoller, de pouvoir traiter tout ce que tu veux, quoi. Tout ce que tu veux. Donc, voilà. Ok. Et donc, quel est le profil des, j'appelle ça des apprenants ou des étudiants, je vais pas dire étudiants parce que ça me renvoie à l'université et que Ouais. je veux leur laisser ça, Ouais, mais des confrères qui viennent se former. voilà, quel est le profil? C'est-à-dire que c'est des gens qui, je pense pas que ce soit quelqu'un qui sort de la fac, qui vient de, est-ce que c'est Alors, on habilité? peut en avoir, mais c'est vrai qu'on en a peu. On a des gens quand même qui font déjà beaucoup de chir plastique, qui font de l'implantologie ou qui sont vraiment attirés par ça et qui veulent de suite dire, ok, moi je veux aller voir ce que je considère comme valable et je vais apprendre auprès d'eux pour pouvoir rapidement faire à peu près tout. Donc voilà. Par contre, on a une partie des confrères et consoeurs qui ne venaient pas ou qui ne viennent pas parce qu'ils se disent c'est trop haut pour moi, je veux pas faire tout ça et tout. Et donc là, on a créé un nouveau module qui est module start, on va dire, qu'on a fait sur 3 jours, mais on est en train de réfléchir à le faire peut-être que sur 2 jours, où ça serait juste tip and tricks et trucs simples pour pouvoir gérer les petits cas de chirurgie plastique facile. Donc, comment identifier les cas que tu peux traiter et comment les traiter facilement. Et après, si tu veux faire plus, des cas plus compliqués, advanced, bah, tu viens, tu fais le cycle complet, mais c'est un premier step, voilà. Et ça, on le fait avec les jeunes qui travaillent avec nous, parce qu'en plus, c'est vrai que souvent, c'est des consoeurs et confrères qui sont plus jeunes, donc en plus, ça matche bien entre eux, quoi. Okay. Ouais, et là, c'est quoi? Il y a des cours et travaux pratiques? Vous faites des TP ouais, chaque fois, il y a des TP. Systématiquement des TP sur pièces anatomiques, parce qu'on a passé... je sais pas, 2 ans, avec Laurent Oli notamment, à chercher des superbes pièces anatomiques. On a trouvé. Et ça a été très compliqué. Mais on a des pièces anatomiques qui sont d'une qualité incroyable, d'une fraîcheur folle. Et du coup, c'est quand même des ressentis qui sont très proches de la réalité. Le modèle en plastique, on peut l'utiliser de temps en temps, parce qu'on a fait aussi une TP box avec Quintessence, où là, bah, tu peux pas envoyer par la poste une tête de cochon, hein, donc il faut envoyer un modèle en plastique. Et c'est bien, mais le ressenti clinique, elle n'a rien à voir. T'as pas la perception du relâchement des tissus, de la tension, de tout ça, tu l'as pas. Et quand tu dis pièces anatomiques, c'est quoi? C'est des têtes. Des mâchoires de porc, ouais. Ah, c'est mâchoires de porc. Ah ouais, oui, donc vous n'êtes pas sur de la tête humaine. Non. Parce que la mâchoire de porc, c'est compliqué à trouver. Nous, on a abandonné parce que c'est entre le mec, t'en achètes 30, il y en a 10 qui sont bien coupés, il y en a un, il t'a foutu un coup de bistouri, un coup de couteau dans la gencive attachée. C'était très très compliqué, mais on a trouvé. Ok. Et pas trop loin de chez toi, parce qu'il faut les venir. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était le coup de Chronofresh. Ouais. Ah oui, non, mais c'est un budget. Les gens ont l'impression que c'est rien, mais c'est un gros investissement, ouais. Ouais. Et donc là, qui c'est qui te l'a fait tourner ta société? C'est toi ou tu as quelqu'un qui est dédié à temps plein Alors, il y a une partie où c'est nous, et une partie où on a un partenariat justement avec l'Académie de Paro, et c'est eux qui vont gérer la partie administrative, Calliope, tout ça. Ah, ok, d'accord. Et nous, en interne, jusqu'à présent, on y arrive avec l'aide d'une secrétaire, Eve, qui fait beaucoup de choses. Mais là, comme on est en train de grossir, il va falloir qu'on se structure aussi là-dessus et peut-être prendre quelqu'un à plein temps. Ou c'est vrai qu'il y a les outils d'IA qui arrivent, il y a plein de choses qui sont aussi... il y a des sociétés qui proposent des services. Je crois que tu connais bien cette société-là. Voilà, il y a plein de choses qui sont à découvrir, à trouver la bonne formule. Donc là, on est là-dessus aussi parce que au niveau de Paroplastique, on est dans une crise de croissance. On a beaucoup grossi. On l'a fait avec nos petites mains, nos petits bras et notre énergie, mais à un moment, il faut une structure professionnellement, quoi. Voilà. Et là, vous les organisez où, à Carpentras, là-bas? Non, alors les over the shoulder, c'est à mon cabinet. Là, Julien va commencer aussi à Neuilly à en faire, et puis les petits jeunes vont certainement en faire dans leur cabinet. Et je te dirai qui sont les petits jeunes, parce que depuis tout à l'heure, je dis les petits jeunes. Mais donc voilà. Et après, les autres sont chez Jean-Christophe Paris à Aix, au Continuum. Ah, vos formations, vous les faites là-bas? Ouais, les formations le cursus sur 1 an, c'est au Continuum. Non, je pensais que parce qu'en fait, à chaque fois que je vois des photos, je le vois sur... je dois voir que les photos de tes formations over the shoulders, en fait. Ah ouais. Et effectivement, quand tu es à l'académie, j'avais associé ça, moi, à l'académie de Paro. Ah ouais. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok. Mais Julien, il est à Neuilly maintenant. Je crois qu'il est à Neuilly. Je crois qu'il est à 78, lui. Non, il était à Neuilly. Quand il est rentré, il était à Orgeval.
À Orgeval, ouais. Pourquoi Voilà, il était il resté était là? associé avec, Louis Toussaint Oui. et donc voilà et puis ils ont changé parce que, Julien, pour des questions perso, avec sa femme, les enfants et tout, c'était compliqué d'aller à Orgeval tous À les Orgeval, jours ouais. et puis il voulait avoir sa structure très exclusive, donc voilà, donc il a créé Ok, ça. ah, ouais, je savais Il a pas. racheté Ouais. avec, Alors je sais que pendant un moment, je sais plus, il m'avait contacté pour autre chose, mais je croyais qu'il était parce que Louis Toussaint, sa femme est endo. oui, ouais, exactement. Son nom m'échappe, mais Ouais, ça va me revenir. moi non plus, je te dire une Ok. bêtise, mais Et donc, vous formez combien de personnes par an alors? en tout, on doit avoir, plus de 100 personnes qui sont formées. Par an? Ouais, ouais, ouais. Ah putain, c'est beaucoup ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que les cycles, c'est des cycles de 35 et il y a 2 cycles par an. Donc déjà, ça fait 70 pour la partie, Paroplastic Academy, plus les over the shoulder, plus, 35 personnes pour implant. Donc tu vois, rien que là, ça fait déjà plus de 100, Mhm. plus les trucs que tu fais à droite à gauche. Donc ouais, 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 on voit du monde, ouais. Ok. On voit du monde. Et c'est pour ça que je dis toujours, il y en a certains que j'ai formés, je le dis à la fin de la formation, si un jour je vous croise dans les couloirs de l'ADF et que je vous mets un vent mais incroyable, ne le Ouais. prenez pas mal, c'est juste parce qu'on voit beaucoup de monde et que tu peux pas te rappeler de tout le monde tout le temps, quoi. Voilà, c'est Et non impossible. seulement ça, et puis en plus, enfin, moi j'ai ce problème, c'est que je suis pas physionomiste. Ouais. Donc Alors, la moi, tête me dit quelque je chose, le mais je suis, suis donc ça va. incapable de dire où je l'ai vu. Ah ouais. Ah bah, moi, j'ai cette chance-là, enfin, parce que là, pour le coup, c'est pas du travail, hein. Ouais, je vois quelqu'un une fois, paf, c'est imprimé, je me Ah rappelle ouais? d'une anecdote, un truc, ouais, ouais. Ah, pas bon. Mais Ça, bon, c'est ça un peut vrai m'arriver problème. comme tout le monde de passer à travers, hein. Donc je leur Ouais. dis surtout: «Venez, tapez-moi sur l'épaule en me disant: "Tiens, on s'était vu là, c'était cool"», parce que ça me fait plaisir en plus moi quand Promo je les croise. 2009. Ouais, mais ça te fait plaisir quand tu recroises des gens que te disent: «Ouais, super, on avait passé un bon moment, c'était il y a 6 ans, machin», c'est vachement cool. Mm. C'est vachement Ok. cool. Dernière partie de ton entrepreneuriat, donc on arrive sur Cloud Care. Ouais, C'est d'ailleurs avec le care avec un Q. ouais. Oui, parce qu'avec le C, tout était pris. C'est incroyable. C'est fou dès que tu cherches un nom Ah bah, de care, boîte, ouais. tu dis: «Je vais chercher un nom de domaine, pour être sûr que ça y soit», et avec Care, mais en fait, il y a un mec, quand, il y a eu internet qui a commencé, qui a dit: «Care, je prends tout». Je prends tout, ouais. Voilà, Et je prends tout. t'as même le point care. Ouais, exactement. Qui était et donc ça c'est intéressant parce que voilà, tout le reste c'est intéressant, mais là j'ai un peu tilté là-dessus parce que pas sur le fait que vous avez développé un truc pour l'implanto, parce que ça c'est assez logique comme on en a en endo en paro, donc l'idée est bonne et en général elle vient d'un besoin, c'est-à-dire au bout d'un moment tu te dis bon putain, au lieu de bidouiller avec des fichiers Excel en fait. Par contre, ce qui est très original, c'est que vous soyez passé sur un Salesforce qui est un vrai CRM. Mmh. Et c'est pas con, parce que globalement, voilà, je sais pas comment fonctionne ton truc, mais je vois à peu près ce que vous avez pu rentrer dedans. Et puis surtout, bon, Salesforce, par contre, les licences sont pas données, mais c'est que la structure, il n'y a pas de développeur. Mmh. Tout est développé déjà. Donc j'ai trouvé ça assez sioux. Alors comment te vient l'idée et comment tu en arrives à choisir un CRM qui n'a rien à voir avec ça pour développer l'idée? Alors en fait, au départ, j'ai des besoins, comme tu l'as très bien dit, il y a des problématiques. Les problématiques, tous les spécialistes, entre parenthèses, les connaissent. C'est la gestion du correspondant, qui est clairement un truc compliqué, qui est chronophage. Effectivement, tableau Excel, machin et tout, les mails, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première problématique. La deuxième, c'est la problématique de l'acte opératoire. En implanto, en paro, tu as beaucoup de matos, tout ça, il faut la traçabilité, t'as des placards entiers qui sont remplis de traçabilité que le jour où tu en as besoin, tu trouves jamais celle que tu cherches. Les comptes rendus, tout ça, c'est très chronophage. Et puis, les datas. Et au final, on a peu de data. C'est-à-dire que tous les implantos savent combien d'implants ils ont posé. Ça, ouais, parce que il faut savoir le dire à l'ADF, j'ai posé 800 implants cette année. Donc voilà, ça compte. Avec les 20% Mais en dessus. voilà. Mais les autres data, on n'a pas de data. Voilà. Et de par le développement de plein de choses, ne serait-ce que notre entreprise, parce qu'un cabinet inter, c'est l'entreprise, tu te rends compte qu'avoir des data, c'est quand même vachement important pour pouvoir savoir ce que tu fais. Et en plus, à titre perso, ça m'intéressait de pouvoir, dans les formations, dire cette année, j'ai fait 150 greffes, j'ai fait 80% de tunnels, je dis n'importe quoi comme chiffre, hein, mais donc voilà. Et donc, je commence à essayer de réfléchir à des choses, machin et tout. Et il se trouve que je soigne un patient, voilà, qui est devenu mon associé, Fabrice. Et je lui demande ce qu'il fait. Bon, souvent, on parle de généralité au départ. Hein, et il me dit, voilà, moi, c'est compliqué. Je viens de vendre une grosse boîte, EI Technologies, qui est une solution d'intégration de CRM. Je dis quoi? Il Ouais, me c'est pas raconte son con, truc. hein. Il me dit, voilà, je suis intégrateur de
de Salesforce. Donc, à l'époque, je ne connais pas Salesforce, alors que c'est globalement C'est la plus gros, 6e grosse boîte au monde. Tout le monde connaît les GAFA, mais Mm. Salesforce, c'est juste derrière. Ils sponsorisent la F1, ils ont des buildings partout. Ils sont en back-office de beaucoup d'entreprises. Et il me dit, en fait, j'adapte le concept de Salesforce à des entreprises. Donc, je travaille pour LVMH, pour Orange, tout ça, et je développe ça pour eux. Et je lui dis, ah ouais, mais c'est super chouette ça, parce que voilà ma problématique. Est-ce que votre truc, ça correspond à ma problématique? Et il me dit, ah bah clairement, facile. Mm. Et donc, on démarre là-dessus. Voilà. Et donc, on démarre là-dessus, on discute au départ, et puis voilà, moi je lui dis, ouais, physique c'est bien. Il me dit, non, il faut que tu prennes un truc SaaS, ça c'est sûr. Donc, ok, Mais de toute façon, Salesforce, il est obligatoirement SaaS. oui, oui, obligatoire. Ouais. Et donc voilà, et il me dit, ouais, mais Salesforce, c'est surpuissant parce qu'en fait, pour expliquer aux gens, Salesforce, c'est comme si tu disais, je voudrais construire ma maison. Tu vas chez Point P et tu as les briques, les lambourdes, tout ça, tu prends tout et tu vas construire ta maison. Voilà, pour faire très simple, hein, mais les briques sont déjà construites. T'as pas toi à aller dans la rivière, creuser la rivière pour faire ta brique. Donc voilà, avec une puissance qui est dingue, ce qui fait que dès qu'il y a des mises à jour, dès qu'il y a une nouveauté, il y a l'IA qui rentre, tout ça, en fait, tout est intégré. Alors forcément, ça a un coût, évidemment, mais du coup, tu vas, dans notre esprit, tu vas plus loin et plus longtemps. Voilà. Et donc on part là-dessus. Ça n'a pas été si facile que ce qu'il avait imaginé, ni ce que j'avais imaginé. Ça a été long, c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup de temps, c'est pas mal d'argent investi. Mais ça y est, on a commercialisé en début d'année. Donc ça se développe bien. Donc on est content. Et tu peux intégrer de l'image dedans ou pas? C'est-à-dire? Des photos, des radios, Ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, tu fais. Alors, la grosse puissance et ce qui nous a beaucoup rassuré, qui nous a beaucoup plu, c'est que Salesforce, c'est une boîte américaine. Donc, si tu veux, la protection et l'hébergement des données de santé, chez eux, c'est un truc. Donc, d'emblée, alors ça nous prend du temps parce qu'il faut passer des security reviews, tout ça. Mais alors, c'est un truc qui est borné. Tu peux pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a clairement un gros problème sur le RGPD, la protection des données de santé, dans la manière dont transitent ces informations entre professionnels de santé. Vos données, elles sont hébergées en Europe. Ouais. Sur un HDS. Ouais. Ok. Ouais. Et donc eux, ça ils acceptent. Tu peux demander à Salesforce de dire je veux être hébergé sur un. Ouais. Et de toute façon, dès que c'est des données de santé, ils te l'imposent. T'as pas le choix. Ok. C'est obligé. Voilà. Ils sont pour la security review, franchement, c'est. On a perdu, chaque fois tu perds 2 mois rien qu'un truc, ils te refont coder parce qu'il y a un endroit où voilà, ils sont très très pointus là-dessus, ils font très attention parce que pour eux, si jamais il y avait un problème là-dessus, c'est la boîte entière qui est impactée, donc ils font gaffe. Hein. Ok, mais tu vois, je savais pas. Alors moi, je connais Salesforce. D'ailleurs, l'ADF, le back office de l'ADF est géré par Salesforce aujourd'hui, et c'est ce qu'on appelle un CRM. Donc juste pour expliquer un petit peu aux gens, parce que c'est vrai que c'est un peu technique, le CRM c'est un customer je sais plus, management, c'est-à-dire c'est en fait un logiciel, une application qui permet de gérer les clients, les flux clients, les devis. Quand par exemple vous cliquez sur un truc et que le lendemain il y a quelqu'un qui vous rappelle, voilà, il y a en gros il y a Salesforce, il y a HubSpot, il y a des choses comme ça. Ouais, ça. Mais et c'est marrant parce que j'avais absolument pas imaginé qu'on puisse détourner un peu l'utilisation d'un CRM sur une application métier, en fait. Ouais. C'est si tu veux, le côté CRM, il est très puissant pour tout ce qui est ce qu'on a appelé le parcours patient. Donc, le patient m'est envoyé, le patient est reçu, le plan de traitement est proposé, le plan de traitement est accepté, refusé, tout ça. Donc, parce que c'est un pipe, en fait. Hein, donc, chez Salesforce, il est très bien fait, le pipe. Donc, ça a été la partie, d'ailleurs, la plus facile, la plus rapide. Et après, on a développé et là, c'est plus compliqué. La partie vraiment métier de j'ai les codes UDI, parce que tu prends toutes tes boîtes d'implanto, de gants, de machin, tu fais bip, 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 tout se rentre. Donc, toute la traçabilité se fait immédiatement. Et tout ce qui va être recueil des datas pour j'ai posé tel implant à tel endroit, faisant un sinus, une greffe, machin et tout, qui va te permettre de générer le compte-rendu et de l'envoyer dans un espace sécurisé avec les photos, les radios, tout ce que tu veux, et recueillir de la data. Voilà. Ok. Et donc donc tu sais exactement combien t'as de prospects, enfin combien t'as de, on va parler de prospects, mais combien t'as de patients entrants, patients qui ont transformé leur devis. Exactement. En fait, c'est vraiment marrant parce que le fait de le savoir maintenant, je dis mais en fait c'est logique. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a une dizaine de jours,
7-10 jours, j'ai été contacté par un mec d'une école de commerce qui fait son mémoire sur les logiciels médicaux. Et Ouais. donc, il me disait, mais c'est quoi Logos, Julie disait, je dis, bah, en fait, imaginez, c'est comme un CRM, en fait. Mm. Et tu vois, 5 jours après, je reçois ton truc, comme quoi tu as CloudCare. Je vais voir CloudCare parce que, en général, je prépare un peu mes entretiens quand même. Et je vois Salesforce. orchestré Ouais. par Salesforce. Et je dis, ah, c'est marrant ça. Et après, toi, tout devient logique. Et donc, Mm. par contre, tu peux pas t'affranchir aujourd'hui d'un. Est-ce que tu peux t'affranchir d'un logiciel métier externe comme Logos ou Ah non, Julie non, ou... non, pas du Non. tout. Ça a pas du tout vocation à supplanter un logiciel métier, parce que c'est un truc complètement à part et qu'on veut surtout pas aller là-dedans. Ça n'a pas non plus vocation à être en compétition avec SmileCloud ou des choses comme ça, parce que c'est des outils qui sont tellement développés et tellement spécifiques que tu peux pas imaginer ce que ça représente comme temps, comme argent, ainsi de suite. Donc il faut pas du tout y aller. Nous, on gère notre partie. Par contre, on a des passerelles avec Julie, avec Logos, demain avec Wikiver, je pense. Enfin voilà, avec des boîtes pour pouvoir récupérer, par exemple, la fiche patient, hein, tout simplement, qui va se mettre dans CloudCare. Et voilà. Mais on est en Oui, tout parallèle. simplement par des automations, quoi. Mais Ouais. et pourquoi finalement dans l'absolu, c'est parce que Mhm. vous n'avez pas envie de le faire, mais dans l'absolu, tu pourrais développer à part la feuille de soin électronique. Oui, ah oui, oui, bah euh, oui, ah oui, si on voulait vraiment, on peut, ouais, ouais. Après, c'est un autre truc, quoi. Enfin, là, moi, si quelqu'un veut y aller, qu'il y aille, mais moi, je retirerai, hein. Je vais pas. Non, parce que Parce que tu en sais, des gros, trucs comme ça, là, t'entends, ouais, il a monté cette boîte, c'est extraordinaire, t'as l'impression que le mec a rien fait. ouais, non, En fait, non. les gens imaginent pas, c'est le temps et l'argent que ça coûte. Mais Hmm. c'est fou, c'est fou, c'est Et, fou. euh, et le nombre de projets qui aboutissent pas, parce que Ah t'as beau, bah oui, ouais. voilà, j'ai discuté avec, j'ai enregistré avec il sera diffusé d'ailleurs quand tu passes, qui s'appelle David Bonhomme, qui est parti lui sur un logiciel métier avec une autre arborescence. Voilà, ça s'appelle drgoodman.com, je crois, ou .co. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que lui part justement sur un SaaS pur. Et là, je me disais, mais globalement, toute la partie, alors ouais, la partie finance de vie, etc. Elle est même beaucoup plus puissante sur un CRM que sur un Ah logiciel oui, oui. métier, hein. Ah Il oui, suffit de lui carrément, ouais, balancer, ouais. il suffit de lui balancer toutes les codes CCM dedans, un devis. Ouais, oui. Euh, Dans l'absolu, c'est quelque chose qui peut être envisageable, mais on l'a pas du tout envisagé et je pense pas qu'on l'envisage un jour. Après, l'avenir, je sais pas de quoi il sera fait, mais par donc exemple, tes devis, tout ça, tu les gères avec CloudCare ou pas du tout? non, non, ils sont gérés Non. avec alors moi j'ai Julie Mm. et du coup, ils sont gérés par Julie. Par contre, après, je rentre le montant, je fais glisser mon PDF, je fais un screenshot, je le fais glisser si je veux. Enfin bon, je fais ce que je veux, Ok, mais voilà. Mais c'est géré par Julie, quoi, ouais. Ouais. ok. Et donc, ça, c'est destiné à quoi? C'est à des gens qui font de l'implantologie, de la paro? Ouais, implanto, paro plastique. Mm. On est en train de développer le module paro med entre Mm. parenthèses, maladie parodontale, et régène. Et on a été approché par quelqu'un pour développer la partie endo, tu vois? Voilà. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. On Marrant. sait pas si on va le faire parce que le rapport investissement, retour sur investissement est pas foufou. En plus, Cory ça a très bien géré Endodata, Mm, mm. donc voilà. Et que des endos, il y en a beaucoup, mais il y en a pas tant que ça non plus. Voilà. Bah, en fait, personne ne sait combien il y en a. Ouais. Personne ne sait C'est combien il y en a c'est parce que les chiffres, tu peux dire ce que tu veux, hein. Tu peux dire ah bah, oui. 400, tu peux dire 50, tu peux dire 800. Tu sais pas ce que font les gens. Je peux te dire en 2003, quand moi je me suis installé en Ando, on était 13. C'est sûr. Ouais. Il y Parce en a un qu'on se peu plus connaissait. maintenant, mais Et là, ouais. aujourd'hui, non, déjà, nous, on en forme, avec le DU, on en forme 30 par an. Donc, Ouais. ça fait 5 ans. Mais ils font pas tous que de l'endo. Mais c'est ces 30 par an qui peuvent être, qui sont susceptibles d'être intéressés Ouais, par, c'est euh, par, pratique. euh, par ce tel business. Ouais. Mais en gros, et c'est la discussion que j'avais avec ces étudiants de l'ESSEC, c'est de dire, bah, attention, vous partez dans une niche d'une niche, et c'est voilà, déjà très difficile d'évaluer le marché. Ouais. Euh, donc, soit tu vas en faire un truc qui tourne vraiment tout seul, et à ce moment-là, il faut quand même. On n'est que 40 000 dentistes en France, dont, à mon avis, il va y en avoir 7-8 000 qui sont pas en libéral, donc qui sont pas intéressés par la chose. Et, voilà. C'est compliqué, en fait. C'est un marché qui Ah ouais. est compliqué. Ou alors, il faut l'internationaliser très vite. Bah, nous, on a construit le module international. Ouais. Tout est en anglais, tout est fait en anglais et c'est développé après. On l'a
traduit en français, mais tout est fait pour l'international. Après, c'est compliqué aussi d'aller à l'international. Mais Et comment vous le commercialisez, ce truc-là? Parce que, c'est en des gros, abonnements. sur un abonnement, mais... Ouais, Et donc, vous achetez des licences de CRM exactement. par praticien. Ouais. Et ensuite, vous ajoutez. Donc, ça revient à combien par an ou par mois? Je sais pas En comment. fait, il y a différentes formules, donc ça dépend de ce que tu veux. Tu as la formule pour le praticien seul qui juste, lui, veut gérer sa traçabilité, gérer ses comptes rendus de manière automatisée, tout ça. Et après, tu as des modules en fonction du nombre de correspondants que tu as. Donc, moins de 10 correspondants, entre 10 et 20 correspondants, 20, 50 et illimité. Voilà. Et en fonction, le prix est différent, évidemment. Et c'est l'implanto, le spécialiste qui paye. C'est-à-dire les correspondants, eux, ils payent rien du tout. C'est le spécialiste qui paye. Et du coup, c'est adapté aux besoins de chacun. Et chacun fait ce qu'il veut. Et généralement, ça commence par la formule moins de 10. Et puis les mecs, ils évoluent, tu vois. Même moi, hein, j'ai fait comme ça. Jeudi, j'avais une soirée correspondant. Et c'était notamment au sujet de ça. Et il y en a, moi, en back-office, j'utilisais CloudCare pour faire le truc. Mais ils n'étaient pas sur la plateforme. Et ils m'ont dit, ah ouais, franchement, tu nous as convaincus. Bon, maintenant, je vais être sur la plateforme. Parce qu'en fait, c'est toi, en tant que spécialiste, qui invite ton correspondant à venir te rejoindre sur la plateforme. Voilà. Ah, c'est-à-dire que ton correspondant peut aller récupérer la data directement de ses patients. Ah ouais. Ouais. Et lui, du coup, ce qui est génial pour le correspondant, c'est que il a son interface. Et sur l'interface, il y a marqué... Sur l'année en cours, il t'a envoyé 25 patients. Sur les 25 patients, il a un peu de data aussi. Hein, donc, il y en a 80% qui ont validé leur plan de traitement. Il y a tous les comptes rendus qui sont classés, de consultation, opératoire, et ainsi de suite. Et lui, il a accès qu'à ses patients à lui. Qu'à ses patients à lui, ouais. Alors, tu vois, là, au début, on avait imaginé faire Facebook de l'implanto, tu vois, que tout le monde puisse partager ensemble. Ah non, ça, c'est pas possible, monsieur. Donc, voilà. À mon avis, Salesforce, il a dit non. Non, là, de suite, ils ont dit, ah ben non, là, la protection des données santé, il n'y est pas du tout, là. Ah oui, c'est vrai. Ah tiens, on n'avait pas... Et combien ça vaut à peu près Donc, toi, tu es le spécialiste, donc c'est toi qui payes l'abonnement, et ensuite, tu invites tes correspondants dessus. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, ça va démarrer à 80 € pour la formule la plus basse, et ça va monter à 270 par mois pour la formule la plus grosse. C'est pas énorme, hein, parce que je connais les licences Salesforce, on est plus sur du 8 000 € par an. Hein. Mais d'ailleurs, mes associés, qui eux sont au départ des businessmen de Salesforce, disaient non, mais il faut le vendre 4 fois plus cher. J'ai dit non, mais le marché ne mettra pas plus que ça. Même si la réalité, c'est que ça revient à 6 € par mois par correspondant, ce qui est rien, en sachant que typiquement, les vis de C4 de tes correspondants, tu les revois jamais. Donc, ça coûte beaucoup plus cher que 6 € par mois. Mais le praticien, il est pas prêt. Le marché est pas mûr pour ça, quoi. Non. Alors, c'est pas ça. C'est que c'est un plus sur le plus. Si tu veux, c'est comme Endodata. Endodata, on est à... Je crois que c'est 200 ou 220 € par mois. Mais comme tu es obligé d'avoir un logiciel métier derrière, tu vois, tu rajoutes. Donc, effectivement, c'est pas grand-chose. Sauf que quand tu fais le bilan, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, putain, est-ce que vraiment ça me sert? Non, ce que je veux dire, c'est que ça me paraît pas cher. Par rapport au prix de base de Salesforce. Ouais. Ah ouais. Parce que sur les sociétés, on avait fait un devis. Je crois qu'on était, pour gérer un Jolsi, bon, il y a du monde et il y a des trucs à faire, mais on était quelque chose à 8 ou 9 000 hors taxes par an. Ouais, ça monte vite. Et comment ils font alors, tes associés, pour aller récupérer des licences c'est le secret, ça. Oui, non, mais c'est fort, ça. Parce que... Ok. Et donc, ils sont hébergés. Après, donc, honnêtement, faut dire les choses. Hein. Faut pas imaginer qu'on va devenir millionnaire avec ce truc-là. Hein. C'est vraiment parce que t'en as un besoin, et que le truc te stimule. Mais tu fais pas ça pour les sous. Sinon, tu continues, tu fais travailler. Je pense que toi, non, ton associé, pose-lui la question. Ouais, oui, mais c'est sûr que lui, il voit des trucs à plus long terme, machin et tout. Mais voilà, il vaut mieux que tu restes quand tu vois le. Ouais, mais ça c'est en fait. Arrive dans le salon, elle va dire, mais attends, mais le samedi matin, ça fait 4 ans qu'il passe 1h30 tous les samedis matins à faire des réunions, donc ça fait. Maintenant, tu me dis que ça va pas nous remplir le frigo, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, elle va râler un peu, quoi. Donc voilà. Ok.
Eh ben écoute, donc là, vous l'avez lancé en janvier, donc là, les gens peuvent souscrire maintenant. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Ah ouais, tu vas sur le site, tu dis: «Je veux une démo» et puis hop, tu vas. On a créé une chaîne YouTube aussi où il y a les démos sur YouTube et donc du coup, bah, ça commence à la pelote prend, hein, donc voilà. Oui, parce que d'ailleurs, Coris, on parlait de Coris d'Endodata, mais ils avaient voulu développer un truc Ouais, ouais, d'implantologie aussi. ils sont je sais pas où est-ce qu'il en est, parce qu'on s'entend très bien avec Coris et pour être 100% honnête, on a discuté ensemble je pense que c'était il y a 3 ans à peu près, ou 2 ans, ouais 3 ans je pense, de la possibilité de faire des trucs ensemble. Sauf qu'eux, ils sont pas sur, le même modèle, voilà. Donc du coup, Non, ils ont c'était tout codé, eux. ouais, technologiquement, c'était pas jouable, Mm. voilà. Alors que humainement, ça aurait pu le faire parce que j'aime beaucoup Coris, c'est quelqu'un de très intéressant, très attachant et très performant, donc ça serait avec sa femme parce qu'elle elle est, au moins son alter ego, et du coup, voilà, puis ça s'est pas fait et eux, ils vont développer un truc, mais qui est plus sur la data pure, je pense un peu comme Endodata. Il y a beaucoup de data, Alors spéciale. c'est marrant d'ailleurs parce que Endodata, quand ils l'ont lancé, à la base, c'était pour faire de la recherche, c'était collecter de la Ouais, donnée. ouais. Et moi, j'ai utilisé un autre logiciel qui s'appelle TDO, qui était un logiciel Mmh. américain qui était hyper abouti. Et même aujourd'hui, je suis très, très content avec Endodata, mais TDO me manque parce que tu Ouais. avais. En fait, tout était dedans. C'est-à-dire que tu peux tout faire avec. Tu n'avais pas besoin de logiciel métier à côté. Là, ce qui est un peu difficile avec le fait d'avoir des logiciels, des applications hyper spécifiques, c'est que tu es obligé de switcher. Toi, tu as l'agenda d'un côté, tu as le truc de l'autre. Mmh. Voilà. Donc la solution de TDO qui était beaucoup plus lourde, mais alors qui est codée sur un noyau Access, donc ça c'est l'enfer parce que ça prend Ouais. tout le temps. Ouais. Par Bah là, contre, dès ils qu'il y a une avaient mise à jour, ils sont morts, quoi. c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et un jour, je leur avais dit, mais quand est-ce que vous allez passer en SaaS ou un truc comme ça? Ils m'ont dit, en fait, il faut tout recoder depuis le Oui. départ. Et quand tu vois la machine, je pense que c'est 4 fois plus gros qu'Endodata. Ouais. Parce qu'ils ont leur système de santé américain, ils ont les devis, ils ont les rendez-vous, ils ont les agendas, Ouais. ils ont. Mais Et tu vois, des solutions comme des solutions métiers, bon, même Julie, moi je l'utilise, tout le monde dit ouais, il faudrait que machin. Mais en fait, eux, ça fonctionne comme ça roule, et il faut qu'ils cassent tout, qu'ils recommencent tout à zéro. Donc c'est impossible, quoi. Donc ils continuent tant que ça continue, et puis un jour, Bah, c'est là où des logiciels comme WeClever ouais, qui sont dans le SaaS directement, mais ou Dr Goodman, je pense qu'il a une très très bonne idée. Il a une je très connais bonne pas idée, David Bonhomme, parce que il est de Toulouse. Je sais pas si tu le connais. non, je connais pas. Non, ça dit rien. Et son idée est pas con en fait. Il est parti sur un logiciel coopératif. D'accord, OK. C'est-à-dire que en gros, tu as l'idée finale, c'est tu as il en parlerait beaucoup mieux que moi, mais tu rentres dans un réseau de correspondants qui utilisent, de praticiens qui utilisent le même logiciel, donc tu peux t'envoyer les dossiers comme ça. Mais effectivement, le coût d'utiliser un CRM, c'est pas con. Franchement, c'est pas con. Enfin, Ah félicitations ouais. d'avoir pensé à ça parce que tu t'affranchis quand même de toute une partie de codage Oui. euh, Ouais. qui Le qui est codage casse-gueule. Hein. est un univers, enfin moi je l'ai découvert, hein, j'avais aucune connaissance. Je dirais pas que j'en ai beaucoup maintenant, mais je commence déjà à comprendre les problématiques. C'est que tu as une idée, tu dis: «Vous pourriez faire la petite pastille qui arrive, rouge ou Mm, verte ou jaune?» Tu dis: «Ouais, c'est 2 jours de codage», mm, et un jour de codage, c'est entre 1 000 et 1 500 balles. ouais, Donc je dis: «Ah oui, d'accord, bon on va oublier la pastille, c'est pas grave». et puis le codage, en fait, moi je pensais que tout le monde codait de la même façon. Non, putain, Non, t'as des non. bons codeurs, des mauvais codeurs. Ah oui, oui, Un oui. bon codeur, le mec, il est pas à 1000 balles la journée. Et pour avoir développé 2 petits trucs dans ma vie, notamment des sites internet, putain, quand t'en as un autre qui arrive, qui va dans le code, qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde, Ouais, faut faut tout tout refaire. reprendre. Ouais, T'as l'impression qu'il y en a un qui parle en danois et l'autre qui parle mais en c'est à peu près ça. chinois, et il me dit moi je peux pas le lire. Mmh mh. Là, il y a une logique en fait. Ouais. Moi je connais rien en code, hein, mais il y a une logique, c'est-à-dire que c'est codé comme ça. En fait, c'est le nombre d'interactions que tu dois faire avant d'avoir une commande. Mmh Hein. mh. Mais Ah ouais, c'est et c'est pour passionnant ça que le comme fait de passer métier. sur un truc où la partie, le noyau est développé par une société externe, c'est très intelligent. Mmh Hein. mh. Au moins, il vient pas te faire chier. Ouais. Eh ben écoute, Benjamin, c'était top. Déjà? On On a s'arrête pris déjà? ouais, ça fait 1 heure et demie, Attends, j'ai tu vois. plein de trucs à raconter, Ça moi. passe vite encore. Bah vas-y, raconte, Ouais. hein. C'est le Ah oui, moment. alors moi, je vais juste raconter un truc parce qu'il écoutera certainement jamais, mais tribute to Eric Van Doren parce que c'est mon mentor, c'est mon papa de dentisterie.
pour tout te dire, il vient la semaine prochaine à la maison, on mange ensemble. Et c'est quelqu'un qui a changé ma vie, entre parenthèses. D'abord parce que quand je préparais ma thèse sur le remplacement de l'anesthésie latérale, ce qu'il disait, ça résonnait. Je me disais, c'est exactement ça qui est pas bien orchestré dans ma tête, mais ça me parle beaucoup. Que humainement, c'est quelqu'un d'adorable. Et j'essaie de reproduire des choses qu'il a fait pour moi dans cette notion de transmission et de laisser la porte ouverte aux gens. C'est-à-dire que tu viens gratter à ma porte et tu me montres que tu as des bonnes valeurs, que tu veux bosser, je t'ouvre la porte et on peut faire plein de choses. Et Eric, ça a toujours été ça. Et il m'a emmené clairement le développement de ma partie speaker international. C'est clairement grâce à lui, hein, sinon ça ne serait pas arrivé. Et j'essaie de reproduire la même chose parce que c'est vraiment, je pense que la transmission comme ça, t'entourer de personnes plus jeunes, c'est quelque chose qui t'apporte énormément. Et aujourd'hui, je l'ai fait avec Julien, je le fais avec donc les petits jeunes, je vais dire qui c'est. C'est les petits jeunes de la manufacture, donc Marc Godin, Benoît Bernot, Elsa Eskenazi Solal, Benjamin Cazot, Caroline Guimau, Arnaud Paturel, Mathilde Jacquemont et Marine Guillot. Il ne faut pas que j'en oublie, hein, donc voilà. Parce qu'ils t'apportent autant que ce que tu leur apportes, que humainement c'est dingue, et que ça te crée une émulation qui te pousse à faire des choses folles. Et avec Eric, ça a vraiment été ça. Donc vraiment, ceux qui écouteront le truc, s'il y a quelqu'un qui, comme ça résonne un peu en vous, forcez-vous, sortez de votre zone de confort, allez rencontrer les gens. Généralement, plus les gens sont brillants, plus ils se sont posé des questions au même moment que vous. Ils ont été insatisfaits, ils ont creusé parce que ça leur allait pas. C'est des gens qui se remettent en question. Plus les gens sont forts, plus se remettent en question. Et ils sont généralement très humbles parce que on s'est tous pété la gueule et on se pète encore la gueule. Et donc c'est toujours intéressant pour ça. Donc vraiment, les jeunes générations, mais pas que. Il faut aller vers ça. Il faut aller gratter aux portes. Ouais, clairement. Non, en fait, ce qui est assez frustrant, moi j'ai connu une période, alors moins maintenant parce que j'ai d'autres activités, je me mets un peu plus en retrait, mais à l'époque où il y a pendant une dizaine d'années où j'étais très visible, etc. C'est-à-dire que les gens n'osaient pas venir me voir, et moi ça me frustrait vachement en fait. Ça me frustrait vachement parce que globalement, alors après, il m'envoyait des messages. Je me disais, mais putain, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? On aurait bouffé ensemble. Ouais, et en fait, il me disait, mais j'ai pas osé. Et ça, je pense que c'est une erreur. Alors, faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Hein, c'est pas... Ouais, salut Steph. non, mais en plus, moi, on me tutoie, on m'appelle Steph, je m'en fous. Franchement, ça me dérange absolument pas. Mais j'avais cette frustration où j'avais plein de jeunes qui me disaient, mais j'ai pas osé venir vous voir. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le DU, donc, on a monté il y a 6 ans, quand tu poses la question aux gens, c'est qu'est-ce que tu trouves dans ce DU, ils te disent 2 choses, la qualité d'enseignement et le côté, l'ambiance qui y règne. C'est-à-dire que les gens sont sympas. Il m'a dit, effectivement, j'aurais jamais osé aller parler à Willy Pertot, Chantal Finolin, enfin des gens, et Jean-Yves Cochet. Et en fait, je pense que c'est vraiment important. N'ayez pas peur de contacter les gens. Ne les harcelez pas, par contre, parce que quand ça devient lourd, ça devient lourd, mais ne les harcelez pas. Et on a toujours, nous, besoin chez Endo Academy, on a des gens qui enseignent beaucoup avec nous aujourd'hui, sont des gens qui ont été mes étudiants à la fac, ou des gens qu'on a formés, qui y restent. Et voilà, et nous, on va disparaître à un moment donné. Ah, bien sûr. Et effectivement, là, encore une fois, la chance se provoque. C'est-à-dire que si vous n'allez pas gratter, vous aurez la frustration de ne pas y être allé et de ne pas avoir... Pierre Machetou, je ne l'ai pas rencontré par hasard. Ouais. Oui, tu es allé à la fin d'une conférence, à la fin d'un cours. Ou parce que non, j'avais rencontré par Willy, mais Willy, je ne l'ai pas rencontré par hasard. En fait, pour vous donner un exemple, tout a commencé avec Jean-Yves Cochet, où un jour, je l'appelle, où je lui ai envoyé un mail, peut-être pas un mail à l'époque parce qu'il répondait pas, mais je l'avais eu au téléphone en lui disant, écoutez, voilà, je veux me former en endo, j'ai fait le cycle de la SFE, mais je voudrais aller plus loin, etc. Et la part de chance, c'est-à-dire le hasard que j'ai eu à ce moment-là, c'est que il était devenu le président de la SFE par hasard. Il aurait dû l'être 2 ans après, sauf que je crois que c'était Jean-François Pelly qui avait démissionné parce qu'il rentrait à la fin, je sais plus, un truc à la fac, peu importe. Jean-Yves Cochet prend la présidence et il était comme le lapin dans les fers. Il me dit, moi, j'avais pas d'équipe, j'avais personne. Il me dit, j'ai besoin de quelqu'un pour organiser les TP. Bon, et en 98, je portais les malles, j'allais à Paris, je mettais les trucs dans les malles, etc. Donc,
Et ça a été ma première rencontre. Il m'a présenté Willy qui m'a présenté Pierre Majtou, qui m'a présenté Jean-Michel Sautier, qui travaille sur les bioverts, et c'est comme ça qui m'a présenté Ariane Berdal. Voilà. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est on a toujours cette impression que les gens veulent pas partager. Si vous avez quelqu'un qui peut pas partager, c'est qu'en général, c'est pas le meilleur. Parce que le mec, moi, ce que j'ai toujours dit, tu lui prennes quelque chose. Vous me prendrez pas 50 balles, mais vous pouvez me prendre ma connaissance. Voilà, si je te donne 50 euros, je me suis appauvri, toi tu t'enrichis. Si je te donne ma connaissance, on est tous les deux enrichis. Et ça, c'est un truc. Donc, n'hésitez pas, et c'est important que tu en parles, parce que c'est un fait, quoi. Et c'est quelque chose avec nous, et c'est aussi quelque chose avec les industriels. Le dentiste, il aime bien créer des choses. C'est un truc. Mais c'est pareil, si vous avez une idée, il faut aller voir les industriels. Moi, quand j'ai eu l'opportunité de développer la lame Viper avec MJK, mais c'était... on est à table, je prends un bout de papier et je dis à Johan, voilà, j'ai cette idée pour une lame de microchirurgie, est-ce que tu penses que ça serait possible? Et ça démarre de là. Ça démarre de là, tout est possible. Il n'y a pas de limite. Souvent, on se met des limites internes, mais en fait, il n'y en a pas. Et puis le hasard de la vie fait que c'est quand même ils sont très sympas, chouette, il est très sympa, le Johan ils sont de chez MJK. Ouais. Je travaillais avec eux, je les avais contactés par hasard pour pouvoir distribuer leur micro-lame. Vraiment, c'est des mecs, c'est son père qui a créé la boîte, je crois. Ouais, tout à fait. C'est le père Classe qui a créé, hein, et les garçons qui ont repris. C'est chouette, Non, franchement, c'est des gens sympas. Et alors, toi, maintenant, où tu as un autre truc à dire? Non, ça va. Bah si, j'ai plein d'autres trucs. Il faut s'arrêter. Toi, tu te vois où dans 10 ans? Je me vois, dans 10 ans, je me vois globalement à peu près là où je suis aujourd'hui. Essayer de continuer dans cette démarche de transmission, de prendre plaisir avec toutes les équipes autour de Paroplastique, avec l'équipe internationale autour d'Eric, à faire des choses ensemble, à s'amuser, à faire des choses ensemble, faire des choses de qualité, à transmettre beaucoup de valeurs techniques, mais aussi humaines, sans se prendre le chou. Comme dit Laurent au lit, se faire sérieux sans se prendre au sérieux. Donc voilà, je trouve que... C'est pas de lui, ça. C'est pas lui, mais voilà. Et ouais, je vois ça. Et essayer de doser. Alors ça, c'est un truc perso. On me demande toujours comment tu trouves l'équilibre. Et je dis toujours, il n'y a pas d'équilibre. Alors là, ça n'existe pas. C'est un déséquilibre permanent entre ta vie pro, ta vie perso, ta vie familiale, ta vie sentimentale avec ta femme. Et tu vas doser tout ça. Et à la fin, la mélodie doit être agréable. Mais si tu prends chaque son isolé, il n'est pas forcément toujours parfaitement, c'est pas l'harmonie, c'est une mélodie qui est agréable. Et il faut trouver ce dosage-là. Donc j'espère que dans 10 ans, je l'aurai toujours, que je m'éclaterai toujours. Et Paroplastique, tu le vois comment dans 10 ans? Je le vois plus haut, avec plus d'offres, avec plus d'intervenants, et avec plus de jeunes qui prendront la suite, parce que j'ai aucun problème d'ego avec ça. Il faut que demain, Paroplastique, ça soit plus Julien et moi, mais ça sera d'autres. Et puis ça sera très bien comme ça. Et j'aurai grand plaisir à avoir transmis le bébé que j'ai vu naître ou que j'ai fait naître. Et ça c'est un truc qui aujourd'hui, parce qu'on a des âges plus avancés, prend encore plus de saveur. Voilà. De dire, tiens, j'aimerais qu'ils en fassent quelque chose de vachement chouette. Voilà. Et ça a l'air bien parti pour. Donc, je pense que ça sera le cas dans 10 ans. Voilà. Et les jeunes là, dont tu as cité le nom tout à l'heure, tu les as recrutés comment? C'est des gens qui sont venus gratter? C'est des gens que tu as eu en formation? Alors, Marc et Benoît, oui, parce que c'était les premiers qu'on s'est rencontrés à la fin d'une conférence, et que Marc, que je considère comme mon petit frère, hein, parce qu'il a 30 ans, il est venu à la fin d'une conférence et il m'a dit, je veux venir faire votre stage actif. Et lui, il était à la fac de Lyon, et moi, j'étais à Perne. Donc, il y a un petit delta quand même. Et il s'est occupé de tout, et ça a été incroyable. Et donc, j'ai dit, c'est chouette, mais je vais essayer d'institutionnaliser le truc. Et Benoît Bernot, qui est vraiment son meilleur pote, ils étaient encore chez Stroman, ils faisaient une conférence ensemble tous les deux. Il a dit, mais est-ce que ce que tu as fait pour moi, tu ne peux pas le faire pour Benoît? Et j'ai dit, bon, ouais, ça me paraît super cool, mais il faut le cadrer un peu, parce que sinon ça part à... Et on a créé donc au sein de Paroplastique la manufacture, et qui était un cycle de 2 ans en fait, où on prend 2 personnes, qui peuvent être 2 garçons, 2 filles, garçons, peu importe, on s'en fiche, qui viennent avec nous
qui viennent au cabinet. Ils viennent entre 8 et 10 fois au cabinet sur une période de 2 jours. Ils produisent de la littérature, ils produisent de la conférence, et ils nous aident aussi sur les événements que l'on fait. Et du coup, ils voient aussi le côté formateur, parce qu'ils ont cette appétence-là. Et voilà. Et du coup, maintenant, on fait un appel à candidature, et donc on reçoit les dossiers. Donc pour la dernière promo, on a reçu 54 demandes, et il y avait du lourd, hein. Franchement, ça a été très compliqué de dire on garde Caro et Arnaud, quoi. Voilà. Ils sont super. Peut-être que ceux qu'on n'a pas pris étaient super aussi, et peut-être qu'ils vont se représenter et on les prendra, hein, mais c'est vachement chouette. Ouais. C'est très très sympa. Et donc ça veut dire quoi? C'est intéressant ça. Donc tu les formes à être formateurs quelque part. Ça fait partie de ce qu'on crée avec la manufacture. Il y a une partie qui est clairement speaker, formateur. Il n'y a pas que. Alors peut-être tous ne le seront pas, hein, certainement. Hein. Non, je vais te dire, c'est marrant parce que quand je suis sorti de la fac, ou moi, quand j'étais PU, en fait, tu formes des gens comme ça. Donc, tu accompagnes des gens à venir. Et quand je suis sorti de la fac, je me suis dit, ça, c'est un truc qu'il faut le pérenniser. Sous un autre format, c'est-à-dire, et le nom, d'ailleurs, c'était Train the Trainers. Ouais. C'est-à-dire que j'avais dit, on va faire un Train the Trainers et monter des gens, etc. Et puis, tu vois, je sais pas, je me suis mis des freins et c'est marrant qu'aujourd'hui vous l'ayez mis en place et c'est chouette. Ouais, et c'est très, très chouette. Alors ça n'a pas vraiment de, tu vois, tu peux rien palper, hein. Non, c'est rien, machin, c'est beaucoup de temps et tout, mais c'est génial, c'est un truc qui nourrit. Et puis tu vois, moi maintenant, je vais bientôt plus avoir d'enfants à la maison, sniff quoi. Et alors toi, t'as continué, hein, je crois. J'en ai encore pour un bout de temps. À l'aise pendant un petit moment, mais et ben du coup, c'est un truc aussi où je retrouve beaucoup de ça. T'as une relation qui est pas que professionnelle, voilà. Bien au-delà de ça. Et qui durera. C'était Gilles Tirlet qui avait fait ça. Il avait pendant un moment, il a suspendu, je crois. Ouais, quand il a créé au départ avec, il y avait Anthony, Maxime, Gary. Les Bioteam, ouais, la Bioteam Paris 1, c'était ça. Alex, voilà, c'était ça, cette dimension-là, quoi. Puis voilà. Bon, pour l'instant, je sais pas s'il continue d'ailleurs. Il faudra lui poser la question. Il faut que je lui pose la question parce que je sais que format, je crois, mais plus exactement pareil, quoi. Ouais, parce qu'il avait pendant il communiquait beaucoup dessus, puis là je le vois moins, mais je pense qu'il a toujours, il a toujours ah bah, il a ce côté affect et transmission qui est très important, qui sont des valeurs fortes. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs on s'entend bien parce qu'on a les mêmes choses. Ok. Pour terminer, est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo ou n'importe quoi que voilà, si tes gamins te disaient papa, donne-moi un truc ou tes enfants spirituels là de la manufacture, ils disaient voilà, s'il y a un truc à retenir, un truc à lire, offre-moi un bouquin, ce serait lequel? Eh bien alors, je vais te surprendre, mais je dirais pas du tout un truc de management, de coaching, de machin. Il y en a 12 000 et il y en a plein qui sont, ils enfoncent des portes ouvertes. Il faut les lire, hein, mais c'est pas des bibles, je trouve. Et je dirais au contraire plutôt open mind. Et par exemple, moi j'adore les podcasts aussi. C'est souvent je suis sur la route ou en voyage ou autre. Et j'adore en fait tous les podcasts de France Inter. Tu vas regarder, on va déguster. Alors j'adore la bouffe, hein, donc j'adore. Je vais écouter Totémique avec Rebecca Manzoni. Elle te parle de musique, elle te parle de littérature. Tu vas écouter Le Masque et la Plume. Là, en ce moment, je suis en train d'écouter un truc sur l'histoire de la French Touch. Il va y avoir des investisseurs qui vont venir, machin et tout. Je trouve que, en fait, c'est la richesse de tout qui fait que ça a du sens. Tu prends un peu de tout chez tout le monde et c'est génial. Donc moi, j'irais plutôt sur des trucs généralistes, podcast de France Inter. Il y a tout, il y a plein de choses. C'est incroyable. Ok, je les connais pas. Franchement, c'est chouette et j'aime de plus en plus lire. Ouais, c'est enrichissant, c'est reposant, on est trop sur nos écrans, machin, la stimulation et tout, et que là, ça t'ouvre d'autres visions, et c'est vraiment chouette, j'adore ça. Voilà. Ok. Mais quand tu m'as posé la question, au départ, je me suis dit, attends, père riche, père pauvre, machin. Puis j'ai dit, non, ils l'ont déjà entendu 100 fois, donc... non, et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que j'ai enregistré il y a pas longtemps avec Olivier Lafarge, je lui demande un livre comme ça, il me sort un truc, Jamais plus sans moi, qui est un roman, et sur une fille qui va faire une avocate qui va faire le chemin de Compostelle, donc je l'ai lu dans la foulée. Intéressant, en fait, et ce qui est intéressant, c'est que c'est romancé, mais surtout que la fille te délivre dans cet ouvrage tout ce que les coachs te délivrent, en fait. Tu te dis, putain, le mec, il a réfléchi, en fait. Non, c'est tous les mêmes. Ça vient tous de Hopkins, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça. Au départ, il y en a quand même 2-3 qui sortent, et puis derrière, ça... Ouais, mais donc voilà, donc je le redis, jamais plus en moi, c'est
Mais j'aime assez bien le sympa. côté culture, savoir-vivre à la française. Je trouve que c'est une richesse. On a un pays où souvent on se fouette un peu, alors qu'en fait, c'est incroyable tout ce qu'on a, mais il faut en prendre conscience, il faut en jouir et puis il faut le diffuser. Voilà. C'est vrai que moi, quand je pars, tu vois, là j'étais à Chicago à l'Académie américaine de dentisterie restaurative, c'est très prestigieux, c'est un privilège d'être invité là-bas. Mais je me dis, je suis sans se le raconter, mais je suis un peu le représentant de la France. Faut que j'envoie, quoi. Voilà, il faut que ça transpire. Donc, et je suis très attaché à ça parce que je trouve qu'on a des trucs, des lieux, une histoire, un savoir-faire. On s'en rend même pas compte, hein, mais quand tu vas à l'étranger et que tu vois comment ça se passe, je parlais de nourriture, mais l'art de recevoir, l'art de la table, l'art de vin, des nourritures, des mets, tout ça, c'est une richesse que tu rencontres dans très peu de pays à travers la planète, hein. Très, très peu. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, j'ai un peu plus de mal. Là, je fuis, moi. Mais je reconnais, non, t'as des paysages, enfin, moi, je suis en Normandie, tu vois, c'est pas comme chez toi, mais un jour, on était à Villers-sur-Mer, qui est à côté, tu te dis, putain, mais toi, c'était assez marrant parce que je sortais, on est parti passer la journée pour l'anniversaire d'un copain et le matin, j'entendais les infos, ça avait pété à Paris, ça avait pété ceci, il y avait l'autre qui s'était fait tuer. Et t'arrives à Villers-sur-Mer, tu dis, mais il peut rien t'arriver ici, en fait. Et c'est le même pays. Et c'est là, je me dis, putain, tu dois être président de tout ça, en fait. Et oui, il va dealer avec la totale. Ah ouais, donc voilà. Ok, eh ben écoute, merci infiniment. C'était un moment très sympa, très agréable. J'espère que merci pour l'invitation. Tu vois, là, ça fait 1h50. J'ai l'impression qu'on a commencé il y a 20 minutes. Exactement. Et ça fait le même effet à tout le monde. J'espère que ça fera le même effet aux auditeurs, parce que sinon, si on dit, non, c'est trop long. Non, et c'est assez marrant parce que souvent, les gens disent, mais qu'est-ce qu'on va raconter pendant 1 heure? T'inquiète. Et surtout, il y a cette frustration. Et souvent, les gens me disent, attends, il va m'interviewer. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois te faire un plan? Et en fait, il faut laisser, on va bouffer au resto, quoi. On n'a pas la bouffe. Ouais. C'est pas l'heure, mais bon, mais il faudra peut-être qu'on fasse un petit repas un jour, ça sera sympa aussi. Ok, eh ben écoute, merci infiniment. Longue vie à Paroplastique. Et puis bravo pour Cloudcare là, parce que c'est l'idée. Franchement, c'est sympa. L'idée du CRM, c'est très sympa. Comme quoi, les rencontres font bien les choses aussi. Ouais, exactement. Et puis, souvent, c'est ça. Écoute, merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Merci de nous être fidèles. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un ou une autre invitée, une histoire et une aventure peut-être. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.